Bienvenue dans High Value Entrepreneur, le podcast conçu pour ceux qui veulent exceller dans l'entrepreneuriat et s'élever au-delà des standards. Ici, chaque semaine, nous plongeons dans des conversations authentiques et sans filtre pour vous apporter bien plus que de simples idées. Dans High Value Entrepreneur, vous découvrirez des astuces concrètes pour devenir un entrepreneur plus performant, des histoires inspirantes et des anomalies longtemps cachées, révélant des leçons précieuses et les parcours parfois sinueux vers le succès. Chaque épisode est soigneusement enregistré dans le Studio 29, un espace qui personnalise totalement l'expérience d'enregistrement pour offrir un cadre unique et mémorable. Avant de commencer, j'ai une petite demande. Beaucoup d'entre vous nous écoutent régulièrement, mais sans être abonnés. Un simple clic sur s'abonner nous aiderait à continuer d'avoir des invités exceptionnels et à produire un contenu toujours plus riche et pertinent. N'hésitez pas à explorer plusieurs épisodes et à partager votre avis en commentaire. Allez, c'est parti, bon visionnage et bonne écoute. Bienvenue, Jal, dans le podcast. Merci pour l'invitation. Je suis hyper content de t'avoir. Alors, on ne présente pas nos invités, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent savoir à peu près au moins qui tu es ou qui t'ont au moins déjà aperçu quelque part. On commence notre podcast avec la question qui commence tous nos podcasts, voilà, qui est: quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout dans ton parcours? Non, l'anomalie, je dirais, c'est d'avoir travaillé avec les myopathes. Alors, c'est une anomalie, mais c'est aussi une chance. Donc c'est les signes du destin, quoi. Donc, ce signe-là fait que je suis avec toi, je fais un podcast et je fais le métier que je fais. Donc, c'est cette anomalie. Et parfois, voilà, c'est, comme je le dis, les signes du destin, des gens qui te donnent plus de force et qui te donnent encore plus confiance en toi. Et voilà, c'est l'anomalie. Alors, je sais pas si c'est une anomalie ou ça peut être une belle anomalie. Ouais, généralement, c'est des belles anomalies. C'est Généralement, c'est une belle anomalie, quoi. Donc voilà, quoi. Je le dis toujours et je le répète, je dois tout à cette anomalie, c'est comme tu l'as appelé, et cette rencontre, et c'est avec ces gars-là qui m'ont fait prendre conscience qu'on n'avait qu'une vie, que j'ai la chance d'être valide, de pouvoir faire ce que je veux en étant valide, et que voilà, et ça a été. Ça a été mon révélateur, ça a été voilà, mon grand saut, pas dans l'inconnu, mais avec un saut dans l'inconnu, mais avec une plus grande force, quoi. On a toujours peur. Moi, maintenant, j'essaie de motiver le maximum de gens qui sont autour de moi. J'essaie qu'ils réussissent. Ce que je disais encore hier à un gars, je lui dis, si tu réussis, c'est ma réussite. Donc, c'est ça au jour d'aujourd'hui. Donc, on m'a transmis quelque chose et j'essaie de le retransmettre quand tu as une personne qui est myopathe et qui voit le sablier de sa vie défiler avec un handicap qui grandit chaque jour, mais qui a toujours cette force de dire demain, je veux faire ça, qui a des projets plus grands que toi, tu peux imaginer, et qui t'embarque comme ça avec cette énergie. Tu te dis, en fait, tout est dans la tête, quoi. Rien d'autre, quoi. C'est juste une question de mental, de volonté, et d'y aller. Et puis si ça réussit, tant mieux. Si ça réussit pas, c'est pas grave. On aura essayé, puis on réessayera, et puis voilà. Donc c'est cette anomalie. Le fait de vouloir travailler dans le médical, parce que là aujourd'hui on te connaît principalement pour l'humour, pour les films, je fais du pour plein de médical, choses. J'aide les gens à aller mieux. Dans l'humour, vous dites souvent, soit l'humour c'est dans le fait du médical ou de la politique. Généralement c'est les deux choses. Moi je le prends autrement. Moi je le dis, tu me parlais de mon anomalie, c'est ça qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc j'ai une conscience, puisque j'ai perdu ces gens-là, j'ai une conscience que la vie est une chance. Parfois, j'ai vu des choses assez terribles dans ma vie, mais qui ne m'ont pas fait changer fondamentalement, parce que c'était, on va dire, c'était... soudain peut-être. Non, c'est un quotidien, tu le vois, tu l'entends, donc presque tu t'y habitues, quoi. Tu te dis, mais ça, non. Ça, non, parce que tu as en face de toi des gens avec une force mentale, avec un handicap qui est fort, mais tu le vois plus, l'handicap. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué. Et moi, je travaillais de nuit et je méditais beaucoup là-dessus, quoi. Je méditais énormément sur le sens de ma vie. C'est là où tu t'arrêtes, tu te dis, OK, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux donner comme sens à ta vie? C'est quoi tes buts? C'est quoi tes rêves? C'est quoi tu vois, ce que tu as envie de vivre et de faire vivre? Et là, voilà, la réponse, elle était là, elle était sous mes yeux. Puis voilà. Donc ce côté médical, c'est que j'ai compris que je montais sur scène pour me faire du bien, pour être heureux, en fait. Je cherche le bonheur à être bien. Parce que je rentre des fois sur scène et j'ai mes problèmes. Mais dès que je suis sur scène, dès que je fais rire les gens,
je me sens hyper heureux, je me sens hyper content. Et les gens disent, t'es une vraie carte vitale, tu nous fais du bien, tu devrais te rembourser par la Sécu. Et j'adore ce genre de compliments parce que je me dis que tous ceux qui viennent voir un spectacle, généralement, eux aussi, ils viennent avec leurs problèmes, avec leurs maladies, avec leurs déceptions. Et toi, pendant 1 heure et demie, t'as une bulle où tu dois les rendre bien, les rendre heureux. Tu vas pas changer leur vie, peut-être tu peux changer un peu leur vie, mais tu peux juste leur faire du bien. Et donc, moi, quelque part, j'ai l'impression d'être dans le médical et voilà. Là, comme je disais, on te connaît pour l'humour, pour les films, pour tout ça. Mais avant d'être là-dedans et avant d'avoir un peu cette révélation, le médical, pourquoi c'est si important de travailler dans le médical? Parce que généralement, dans le médical, soit c'est une vocation, généralement, j'ai l'impression. Non, moi, c'est la chance, moi. C'est le signe du destin. Quand t'étais petit, tu voulais pas travailler dans le médical? Non, du tout. C'est arrivé par hasard. Moi, je cherchais du boulot, toujours un peu débrouillard et tout. Et puis moi, j'ai travaillé avec des enfants autistes et ça m'avait marqué, quoi, cette relation. Et puis moi, j'étais un peu spectateur de tout ça. Et puis je voyais l'évolution de certains enfants. Des enfants qui ne parlaient pas, qui étaient hyper craintifs et qui te touchaient à peine pour te montrer de l'affection, qui repartaient. C'était juste extraordinaire. Et puis je les voyais évoluer. Et puis un jour, il court vers toi, il te dit bonjour. Et il repart. Et toi, tu t'arrêtes. Je parlais avec les gens avec qui je travaillais. Je dis, mais il m'a dit bonjour, il parle. Il me dit, Djal, tu sais, si on nous laissait le temps, l'énergie, sur chaque enfant, on pourrait les faire évoluer. Ils ne disent pas, pas tous, mais une bonne partie. Et ça m'avait marqué. Et j'ai vu les parents pleurer. Et donc, j'ai dit, waouh, c'est incroyable, quoi. Ce métier-là, sur l'humain, tu peux changer des vies, quoi. Et ça m'avait déjà marqué. Et le signe du destin a fait que j'ai un pote qui me dit, je travaille dans un endroit qui s'appelait Vivre Debout, voilà, qui était un centre. Et il me dit, moi, je peux plus. Et il cherche quelqu'un, quoi. Je dis, bah, vas-y, j'y vais. Moi, je bossais, je faisais 2 boulots à la fois. J'avais pas peur. Et donc, je me suis retrouvé là. Et le signe du destin, je me retrouve avec ces mecs-là. Et qui vivaient chacun dans leur appartement, une forme d'autonomie, quoi. Ils vivaient dans un immeuble avec des gens valides, hein, comme tout le monde. Et puis, je me suis retrouvé avec ces mecs-là. Et ça a été incroyable, quoi. Ça a été un grand tourbillon dans ma vie. Parce que d'un coup, ils avaient des projets, ils avaient leur caractère, et puis tu t'intéresses à eux, et puis on te disait toujours, il faut dissocier l'affectif et le professionnel. Mais moi, j'ai mis que de l'affectif, parce que moi, je m'étais dit, bon, ces mecs qui sont sur fauteuil, moi, j'ai connu ça, je vais pas les prendre pour des handicapés, et je vais les prendre comme des valides. Donc, je vais les vanner, je vais rire avec eux. Donc, on s'est mis à sortir ensemble, aller au cinéma, les ramener au Bois de Boulogne, ou au Bois de Vincennes, parce qu'ils voulaient prendre l'air, mais c'est des êtres humains comme tout le monde. Bien sûr. Et moi, je l'ai pris comme ça, quoi. Et je me suis retrouvé à faire des choses incroyables. Là, généralement, les gens qui font ce que tu dis, en tout cas dans le spectre que j'ai de ma vision des choses, ils ont généralement quelqu'un dans leur famille qui est comme ça. Toi, j'ai l'impression que tu n'avais pas quelqu'un qui avait handicapé. Mais mes parents, en fait, m'ont inculqué ça. Ouais. Mes parents étaient famille d'accueil. Ah, ok. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc, si ton père et ta mère, ils accueillent les gens, que ce soit des migrants ou des gens qui sortent de prison, ou des mecs en rupture sociale et qui le mettent dans une chambre pour essayer de lui redonner une chance dans sa vie, c'est que mon père, il m'a donné le chemin. Et ensuite, ils ont accueilli les gens, et ça, sans distinction de couleur ou de religion. Donc, mon père me disait toujours, tu sais, mon fils, il y a ceux qui parlent, et il y a ceux qui sont dans les actes. Et il me disait, je te jugerai toujours sur les actes. Donc ça, tu vois, c'est un poids qui est énorme. Et j'ai compris que par ce que faisaient mes parents, ils ont retiré un grand bénéfice, quoi. Un grand bénéfice humain. Ouais, humain. Ouais. Tu vois, quand il y avait je sais pas, Marianne qui était une Antillaise qui vivait chez nous, quand les gens rentraient et qu'ils voyaient une blague, tu vois, parce que je le vois, le regard même chez nous, les rebeux, quoi. C'est qu'est-ce qu'elle fait là? Tu vois? Et c'est formidable. Tu vois, et tu l'as fait accepter. Et c'est génial. Quand t'as Robert, il y avait Robert, je sais plus, il y avait Manuel, un Portugais, qui a vécu aussi chez nous. Tu vois, et ça faisait partie de ma vie, quoi. Et toute ma vie, je m'en étais pas rendu compte parce que c'était normal. Et c'est même un pote qui me l'a rappelé. Après, je dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Je dis, mais comment tu peux oublier? Tu vivais avec. Parce que toi, enfant, parce que là, aujourd'hui, on va dire, ah, j'ai des gens qui habitent chez moi et tout. Toi, quand t'étais enfant, tu te posais. Non. Pas, genre, c'est bizarre quand même. Et tu sais, c'est des questions qu'on se pose parfois avec mes sœurs. Et je leur dis, elles me disent, mais franchement, est-ce que toi, tu pourrais accueillir comme disait papa? Moi, je dis, mais non, je peux pas. Mettre un étranger. Tu vois, on se le dit, mais au fond de nous, je sais qu'on le ferait. C'est paradoxal ce que je te dis, mais au fond de nous, je sais qu'on le ferait. Et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et voilà, moi, on dit, il y a l'auberge espagnole, et nous, c'était l'auberge marocaine chez moi. Donc tout le monde rentrait. Ma mère faisait à manger, et ça a toujours été comme ça. Et voilà. Donc je pense que c'est ce que m'a transmis mon père et ma mère. C'est une sorte de culture
d'accepter l'autre dans son moment le moins acceptable. Mais parce que nos parents sont arrivés dans des moments les plus difficiles et les moins Ouais. acceptables, en quittant un Ouais. pays, en quittant une famille. Et donc, ils savent ce que c'est que de recevoir et de donner. Et Ouais. c'est pas facile. Mais mon père était très heureux d'être en France. Mhm. Et tout de suite, il l'a pris comme une chance. Tu vois, c'est ça qui est fondamental. C'est que mon père, tout de suite, a compris que c'était une chance d'être là, ici. C'était dur pour lui, c'était dur pour ma maman, c'était dur pour le déracinement, c'était dur pour beaucoup de choses. Mais mon père a compris que l'intégration était très importante. Et que de vivre en France, c'était une chance pour lui. Et j'ai un souvenir fort, c'est quand mon père reçoit pour la première fois sa carte d'identité pour dire qu'il est français, Ouais. naturalisé. Il est fier de ses origines marocaines et il les garde. Ouais. Mais il a cette double nationalité parce qu'il dit c'est une chance qu'on m'a donnée. Et je vois mon père sauter, quoi, parce qu'il est heureux. Donc tout ça me l'a inculqué, mon père, petit à petit, sans me le dire de façon verbale, mais en me le montrant. Et mon père était plutôt dans l'action, à me montrer comment il faut faire les choses et comment il faut que je les fasse aussi moi aussi. Donc voilà, et donc je pense, tu vois, tu m'en parles, et je me suis toujours posé cette question parce que j'étais toujours dans cette quête de dire mais pourquoi je pense que tout ça s'est réuni au moment où je me retrouve à vivre debout. Je pense que c'est à ce moment-là où il y a une forme de Big Bang, tu vois, où tout explose et bam, et je dis ah ouais, ok, donc ma vie ça va être ça, et je vais la reprendre en main. Et c'est et je le revois, mais j'ai attendu la mort. Malheureusement, j'ai attendu la mort de Lassana. Ouais, j'allais en parler, j'allais y venir. Mais c'est comme ça. Allons-y sur la scène. Je voulais aller sur quel type d'enfant t'es, comme ça, ça nous fait l'intro Ouais. d'après pour que les gens puissent savoir comment il était comme enfant. Soit juste après ça. Euh, L'asana, c'est un des éléments marquants de ton parcours. En tout cas, c'est un des trucs qui a lancé. Je me posais la question, je la pose tout de suite comme ça, allons-y. Je me posais la question de est-ce que c'est toujours une des raisons qui fait qu'en fait, t'es quand même une personne qui est dans l'humour depuis très longtemps, Ouais. bien avant tout ce qu'on peut voir et la manière de communiquer qu'il y a aujourd'hui. Et je me posais la question, est-ce que c'est encore l'intention, c'est encore cette intention, est-ce que l'Arsenal est encore là dans tes sketchs mentalement ou pas? Est-ce que c'est une des raisons de la longévité de ton parcours aussi? Non, en fait, il y a plusieurs questions. L'asana, c'est le déclencheur de beaucoup de choses. C'est vrai que je lui fais cette promesse Ouais. et c'est le seul parce que quand je me confie à lui et que j'ai un peu de mal à l'appréhender parce que c'est quelqu'un qui était très introverti, qui était un peu dans son monde, un peu, voilà, mais qui avait cette personnalité. Mais je sentais qu'il avait besoin qu'on aille vers lui parce que je rigolais plus avec les autres. Avec les autres, je déconnais, je prenais Ouais. le fauteuil, on faisait des courses, des wheelings, tu vois, on faisait des trucs de malade, quoi. Mais vraiment, on sortait. Et lui, il avait envie, mais je sentais qu'il était un peu sur la Sur la réserve, retenue et la ouais. réserve. Et moi, ça me faisait mal de le voir à part. Donc je le charriais beaucoup. Je l'ai beaucoup charrié, je l'ai beaucoup cherché. Je rentrais chez lui, je faisais un peu comme les autres pour leur dire, tu vois, moi je suis ton ami, je suis pas Ouais. AMP ou quoi que ce soit. Je n'avais même pas le diplôme, donc Ouais. tu vois, je l'ai même menti là-dessus. Donc je me servais chez lui, il aimait pas ça parce que chez lui il fallait que ça. Mais je faisais comprendre que tu peux me faire confiance, tu peux vraiment me faire confiance. Et donc je me servais, je prenais des bonbons qu'il aimait pas, mais je m'en foutais parce que je déconnais avec lui. Ouais. Et petit à petit, il me l'a jamais montré, mais il me l'a montré en m'achetant ceux que je mangeais plus, les bonbons que je mangeais le plus, pour me dire reste chez moi, quoi. Et donc, tu vois, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et on a mis du temps, mais une fois qu'on s'est lié, on s'est vraiment lié. Et parce qu'il a commencé à me raconter sa vie, qu'il s'est jamais plaint, lui qui est venu d'Afrique, tu vois, que ses médicaments on lui volaient, que machin. Et il se plaignait pas. Il avait une dignité incroyable. Sa maman, je la trouvais d'une beauté incroyable parce qu'elle était digne. Quand je la voyais, j'étais impressionné de voir sa mère, tu vois, parce qu'elle était digne. Jamais elle se plaignait. Elle était toujours là, prévenante pour son fils et tout. Et c'était quelque chose, tu vois, même quand je reparle, j'ai des frissons. Je revois son visage. Et pour moi, c'était comme un ange. Mais vraiment, j'étais là, madame, si je peux faire quoi que ce soit et tout. Et donc, on s'est liés et petit à petit, il commence à me raconter, lui, sa vie, un peu aussi ses rêves, ses souhaits. Et moi, je lui raconte mes rêves. Et moi, je suis sincère quand je dis je veux réussir, je me vois dans le showbiz, je me vois à Cannes, je me vois bling bling, tu vois, tu l'imagines tout ça, tu l'envies. Et lui, je lui dis, je te ramène avec moi, on va déconner, je vais te ramener en boîte de nuit comme je l'ai fait avec Olivier, avec machin, on va faire des trucs de fou. Et lui, il y croit vraiment parce que je suis sincère. Ouais. Et quand il me dit dépêche-toi, c'est le fameux dépêche-toi Ouais. qui m'a liquéfié. Parce que lui, il me dit dépêche-toi parce qu'il sait qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre. Et ça, Il est resté quand même. Il est resté quand même. il lui restait quelques mois, quoi. Ok. Quelques mois, et après, un jour, on m'appelle, on me dit, ça y est, c'est fini, quoi. Et ça a été, waouh, c'était, j'ai été, ouais, Ouais, dévasté, triste. ouais, dévasté. Et puis, Ouais. mais surtout, j'avais pas tenu une promesse. Parce que quand tu lui dis, lui, il me dit, je sais que tu vas y arriver, je sais que tu peux le faire. Tu vois, mais
parce que ce qu'il faut comprendre, c'est leur façon de parler. Tu sais, Mais ça qu'il y a une date de fin. Nous exactement, on sait... voit pas. Eux, ouais, ils voient le sablier. ouais. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Ils voient le sablier. Mais il a toujours resté digne. Il a jamais été dans la complainte ou ce genre de choses. Il a jamais été. Mais ce qui m'a vraiment chagriné, c'est que je lui ai fait une promesse, quoi. Je lui ai vraiment fait la promesse. J'y croyais, quoi. Sincèrement fort, tu sais. Mais au fond de moi, j'avais aucune force, aucun courage de le faire. C'est ça qui est terrible au fond de moi. Je me mentais même à moi-même. Mais lui, il y croyait réellement, quoi. Et c'est ça qui m'a marqué, quoi. J'ai dit, mais lui, il y croit. Et quand je lui ai dit sur son lit, je lui ai dit, mec, tu vas voir, je vais te rendre fier. Et ça, tu vois, c'est une promesse, tu peux pas. Et puis voilà. Et puis après, c'était le sens de beaucoup de choses. Je disais mon père qui a fait ça, qui était famille d'accueil. Donc, je pense que c'était le sens de ma vie, quoi. Après, et c'est, je réponds à la question, je réponds à ma propre question. Donc j'ai l'impression qu'il est encore là. Ouais. D'une manière peut-être différente. Oui, d'une manière différente. C'est pas une chape, une chape, attention. Hein. C'est un petit clin d'œil de temps en temps. C'est un petit clin d'œil. Des fois, quand je vais me plaindre, ou des fois, tu vois, et puis quelque part, je remercie le bon Dieu aussi, parce que je me dis, quelque part, moi, je crois au signe, donc après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'y crois. Je me dis, c'est pas possible de vivre ce que j'ai vécu. Et donc, je me dis, voilà, peut-être. Mon père disait toujours, il y a ceux qui voient les signes, il y a ceux qui ne les voient pas. Et toi, tu fais ce que tu veux. Tu veux les voir, tu peux pas les voir. Mais je trouvais ça formidable. Elle est belle. Je trouve ça formidable. Donc, en fait, ça veut dire que les opportunités, elles sont là. C'est à toi de les voir. C'est à toi de les comprendre. Tu vois, c'est comme ça aussi qu'il faut le comprendre, tu vois. Et pour moi, ça a été, voilà, j'ai envie de te dire, ma nouvelle renaissance, quoi. C'est vraiment, moi, je dis, il y a un avant, il y a un après. Et voilà, sur l'Asana, il y a eu Olivier qui, malheureusement, est parti il n'y a pas longtemps aussi. Mais je l'ai vu avec, voilà, quoi. Et c'est une force incroyable. Tu les embarques, tu les as embarqués dans ce que tu as continué de créer, même s'ils sont plus physiquement là, ils continuent d'être là malgré tout. J'en ai fait un sketch, un passage. Ça a été le moment le plus difficile parce que je me disais, tu sors dans un truc, tu vas peut-être plomber les gens et tout, mais c'est pas grave. Je dis, fais rire avec et puis passe un message. J'avais besoin de transmettre, je l'ai fait et j'en suis plutôt content, plutôt fier. Ça a été, voilà, les gens me disaient, ça fait du bien, quoi. Tu vois, on est là pour rire. Mais moi, je dis, le rire, c'est aussi passer des émotions. C'est aussi faire passer des messages. Les clowns tristes, il n'y a que ça, quoi. Tu vois, c'est que moi, j'ai pas envie d'être un clown triste. Moi, je suis un clown heureux. Je le dis honnêtement, je suis heureux. Je suis heureux de ma vie, je suis heureux de ce qui m'arrive, je suis heureux de tout ce que j'ai. Et puis voilà, je sais que je suis un privilégié à chaque fois. J'ai la chance d'avoir voyagé, d'avoir vu le monde et d'avoir vu aussi quelle chance on avait de vivre en France. Moi, je le dis à chaque fois, c'est une chance incroyable. Il y a plein de choses encore à changer, à casser, à améliorer. Il y a d'autres trucs à améliorer. Mais il y a des trucs, parfois, il y a des carcans, il y a des trucs un peu... Mais sinon, de manière globale, franchement, c'est un bête de pays. Bien sûr. Mais vraiment, les gens ne se rendent pas compte. C'est ce que je dis souvent. Je dis, mais vous savez, le truc le plus important que vous avez dans votre sac à main ou dans votre truc, c'est votre carte vitale. La carte vitale, c'est la santé. Si on peut te soigner, même si c'est difficile en ce moment, on te dit, si tu as ça, là, c'est la chose la plus incroyable. Va aux États-Unis, les mecs, ils n'ont pas de carte vitale. Au JO, ils en parlaient là. Ils avaient été hyper. Il y a des athlètes qui étaient partis se faire soigner en mode genre, attends. Je suis allé me faire un frottis dans la journée, une nana, et j'ai les résultats, et on m'a demandé 0. Et t'es en mode genre, mais attendez, mais ça, genre, ils étaient en mode genre, alors que nous, on est en mode, on va faire une prise de sang, on n'est pas content. Moi, je fais la queue, m'a piqué, m'a fait mal, il a fallu que j'attende 2 jours. Waouh! En mode genre, waouh! Mon frère, il est allé aux États-Unis à un moment, et son fils, petit aparté, il est parti une crème pour son fils qui était pour les fesses, truc de daron classique. En France, je crois, elle coûte 1,50 €. Il est allé aux États-Unis, on lui a demandé 150 €. La même crème. T'imagines? Il a fait quoi? Il a fait. Attends, parce que moi je la paye 1,50 € en France. Il fait, on est aux États-Unis, donc ta crème là, elle coûte 150 balles. Alors, imagine, tu te fais soigner une carie. Imagine, tu te fais soigner. Tu vois, un truc basique, quoi. Mais, et c'est pour ça que je leur dis. On a de la chance, là-dessus. On a énormément de chance. Après, tu as raison, il y a plein de choses à changer. Il y a plein de choses à modifier. Les taxes. Les impôts. Non, mais c'est vrai. Mais bon, voilà. C'est juste que. C'est pour rebondir sur l'asana. C'est juste, ça a été un miroir de quelque chose, un révélateur de.
n'oublie pas que tu as beaucoup de chance. N'oublie pas que la vie est une chance. N'oublie pas que tu as de belles opportunités en France si tu te débrouilles bien, quoi, tu vois. Bien sûr, il y a plein de trucs qui t'agacent, il y a plein de choses qui t'énervent. Mais parce qu'on a une tendance à toujours voir le côté sombre, le côté chiant de la vie, alors que la vie, elle est plutôt belle, quoi. Je veux dire, elle est plutôt belle si tu as la santé, que tu as un boulot, que tu peux... Bon, voilà, on le sait. Mais en tout cas, par rapport à tout ce que j'ai pu voir et vivre, je me dis non, on est beaucoup privilégiés, quoi. Et je me rappelle, c'était Olivier qui pouvait pas voyager, quoi. Il me disait, je peux pas parce que les assurances, donc j'ai pas d'accompagnateur, donc cet été, je vais... Et c'est terrible. Et j'ai dit, tu vas aller où? Il me dit, je vais aller à Ibiza, genre... Ben, j'ai dit, on y va alors, mon pote. On y va, vas-y, allez, prends tes billets, je vois sa mère. On prend les billets. Tu vois ce que je veux te dire? Et puis, t'es là, et même moi, je me dis, mais waouh, je suis là en train de le porter sur la plage, je le ramène dans l'eau, le jeune me regarde. Il me dit, mais vous trouvez ce courage-là? Mais je dis, c'est pas du courage, madame. On vit, on est heureux. Mais tu m'aurais dit ça il y a 2 ans avant, mais jamais de la vie. Tu m'aurais dit, il faut aller les laver et, pardon, leur chez le cul. Jamais je l'aurais fait. Mais non, pour moi, c'était normal. Parce que j'étais avec des êtres humains et qui malheureusement étaient sur un fauteuil ou qui avaient un handicap, mais c'était des gars formidables, incroyables, qui m'ont beaucoup appris, quoi. Tu vois, donc sur le sens de la vie. Donc, c'est toujours le sens de la vie, quoi. C'est toujours ça. Là, aujourd'hui, un peu job done, rêve réalisé. En tout cas, en cours de réalisation encore. On est encore dans le rêve. On va y revenir après. Mais le petit Jal, il veut faire quoi quand il est plus jeune? Parce que là, ça paraît évident de faire rire, mais avant. Tu vois, je suis toujours dans l'introspection de ma vie, moi aussi, comme tout le monde. Et j'ai beaucoup cherché, j'avais beaucoup de rêves, comme tous les enfants. Je pense qu'un jour, tu vas être pompier, après, tu vas être flic, après, tu vas être machin, après, tu vas être un super-héros, tu vas être en haut du tu vois, je m'imaginais en haut du collège, tu vois. J'ai toujours cette image-là. Non, mais vraiment, tu vois, je te jure, mais vraiment, sur le toit du collège, et je suis un super-héros, je dis, mais c'est qui là-haut? Je dis, mais ouais, et je saute, j'arrive, je sauve la pauvre, je sais plus qui, j'étais amoureux de toutes les nanas, tu vois, je vais te sauver, toi, et machin, mais même des profs. Et voilà, mais quand j'ai rêvé, j'ai vu mon père souffrir, et ma maman peut souffrir, même si on dit que, tu vois, et il y a un truc qui c'est un dénominateur de toute ma vie, c'est que j'ai toujours voulu rendre fier mon père. Mon père était très dur avec moi. C'est au jour d'aujourd'hui, avec les coups qu'il m'a mis, il serait à freine encore. On irait lui ramener. Mais j'ai toujours su que c'était quelqu'un de bon. C'était quelqu'un de juste, qui était aimé, qui était respecté. Et j'aimais comment les gens respectaient mon père. Tu sais, quand tu as une figure paternelle respectable, c'est incroyable. Hein. C'est comme si tu regardais un mafieux. Quand il marche, les gens lui disent bonjour et machin. Tu vois, mais parce que c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de honnête, c'est quelqu'un qui aide, c'est quelqu'un qui a la parole juste, mais qui a la main aussi, la main droite et la main gauche, un peu trop juste. Décroché, mais j'ai toujours eu une admiration pour mon père. C'est fou, hein, de dire ça. Hein. Et alors, mon rêve, et mon père m'a posé cette question. Mon père, son âme, il est plus là. Et il me dit, mais mon fils, comment t'as fait tout ça? J'ai dit, mais c'est à cause de toi. Je dis, pourquoi? Tu m'as fait tellement souffrir que quand j'étais avec toi, je me disais, tu vas voir, je vais quelque part te rendre la monnaie de la pièce de tout ce que tu m'as fait, quoi. Mais il en avait les larmes aux yeux, tu vois. Et moi, j'ai toujours, parce qu'on a eu une belle relation sur ces dernières années, et je disais, je voulais rendre fier mon père. C'est fou de dire ça, mais les gens, ils cherchent à chaque fois un but dans leur vie. Moi, je dis, je l'ai trouvé, ce but-là. Mais vraiment. Et depuis qu'il est parti, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, oh, je ne veux plus le rendre fier. Même, on part en digresse, mais même sur l'écriture du spectacle, moi, j'ai toujours voulu être un peu plus borderline. Je me connais, je sais que j'aurais voulu aller même franchir certaines limites. Et je ne l'ai jamais fait parce que je me disais, mon père me regarde. Et c'est lui que je veux rendre fier. C'est fou, hein? Et ça m'a mis, je sais pas si ça m'a mis des poids où je me disais non, il va pas là-dessus parce que bon voilà, s'il le voit, je sais pas comment je l'assumerai. J'ai besoin que quand je rentre le voir et qu'il puisse me regarder droit dans les yeux, qu'il soit pas gêné, qu'il soit fier et qu'il me parle de ses projets parce que moi par procuration, il vivait ma réussite. Lui qui a abandonné, tu vois, sa terre natale, sa famille, et bien après, il m'a appris qu'il avait fait une école d'art. Et je ne savais même pas, même ma mère ne le savait pas. Il avait fait une école d'art, il avait fait un concours et il a été pris. Il est pris à ce concours-là. Et il est comme
fier comme pas possible. Il arrive, c'est un soleil. Il me dit, je prends le train, je vais l'annoncer à mon père. On est dans une petite campagne, on vend des fruits et légumes. Il me dit, quand je dis à mon père, je dis, voilà, j'ai reçu une bourse pour aller à Paris pour pouvoir étudier. J'ai été pris. Et son père, il le regarde, il prend la bourse, il la déchire. Il dit, tu vas prendre la calèche là, tu vas la 20 km, chercher les pommes de terre et les carottes, tu reviens là. Ouais. Et son rêve, il s'est arrêté là, quoi. Parce qu'il y avait d'autres priorités. Et je me dis, et c'est là que je me suis rendu compte, je dis, mais mon père, c'était un jeune homme comme moi avec plein de rêves. Sauf que ces rêves, ils sont arrêtés à la dure réalité de la vie, quoi. De Ouais. faire Son vivre ses contexte. frères, sa famille, sa femme, ses enfants. Ben voilà. Et nous, mon père il me disait souvent, vous avez le choix. Vous avez changer de vie, changer de femme, changer de pays, changer de couleur de cheveux, de machin, de faire, de Essayer en manger, plus, ouais. d'essayer. Ouais. Nous, on n'avait pas le choix. Et il me répétait souvent, j'avais pas le choix. Et donc, à chaque fois quand j'entendais ça, moi, enfant, je disais, ah ouais, quand même. Tu vois, ça, Ouais. ça prenait de l'épaisseur à chaque fois que je grandissais, quoi. Je me rendais compte de la vie, tu vois, et des responsabilités. Et je dis, ah ouais, il a quand même sacrifié sa vie, quoi. Donc, moi, c'était de le rendre fier. Et donc quelque part, je sais que je suis assez heureux de ma vie parce que je dis, j'ai réussi ça. Bon, bien sûr, maintenant, j'ai d'autres envies, d'autres projets, Bien sûr. machin, Ouais, comme mais, tout. Quand on avance dans les projets, il y a ouais, toujours qui voilà, s'ajoute. mais, Ouais. mais mon projet de ma vie, c'est celui-ci. Et tu voulais pas. C'est l'humour? T'étais un enfant qui Si, était. je faisais rire. Moi, j'avais compris qu'à la bagarre, j'étais nul. Qu'il fallait que je tape le premier. Ça, j'avais tout de suite compris, hein, qu'il fallait que je tape le premier. Et qu'il fallait que je fasse rire les gens. Et tu vois, tu essaies de te défendre comme tu peux. Ouais. Mais comme j'ai toujours été un peu un créatif, même mon père me posait, il me dit, mais comment tu arrives à créer et on me l'a toujours dit, mais tu vas super vite. Je dis, mais d'où ça vient même, tu vois. Ouais. Et je me suis souvenu d'une interview de Ronaldinho, grand joueur par excellence, et il disait, mais où c'est que tu as appris ta virgule? C'est pas possible, cette façon de changer, tu vois, de rythme et tout. Il disait, parce que mon père ne me laissait pas sortir. Et donc, j'avais pas le droit de sortir. Mon seul ami, c'était un chien. Je dis d'accord. Et donc, il fallait que je joue au foot avec lui. Mais il me dit, le chien, c'est hyper rapide. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il fallait que j'arrive à le feinter dans un petit espace. J'ai dit, waouh, l'adaptabilité de l'être humain, quoi. Tu vois, c'est incroyable. Et quand il a dit ça, je me suis dit, mais où c'est que j'arrive à trouver ma création? Je dis, mais oui, je me souviens. Quand j'étais avec mon père, et que mon père, c'était un bricoleur du dimanche, mais un dimanche férié. Hein. Il était nul. Mais il bricolait, il faisait des trucs. Et il me rendait fou parce qu'il fallait que je reste toute la journée. Des journées. Ah, Ouais, j'en je vois très pouvais bien. plus, il va me chercher tout le tournevis. Des fois, je me dis, il faut qu'il tombe de l'escabeau. Je peux plus, quoi. Et pour m'évader, je m'évadais dans ma tête, quoi. Et je créais. Ok. Et mon père disait, hey, machin, plusieurs fois, je dis, t'as fait, je dis, pardon, excuse-moi, j'étais en truc. Après, je mettais sur pause. Je dis, ok, là, j'étais là, je repars chercher le tournevis. Ouais. Ok, je dois sauver la veuve et l'orphelin dans ma tête et je reviens. Et donc, je créais comme ça, quoi. Dans l'ennui, quoi. Donc, tu vois, l'être humain, il s'adapte. Et je lui ai dit un jour, mon père, merci, c'est grâce à toi. Et il en a rigolé, il était un peu touché, ça lui a fait un peu mal. Je lui ai dit, j'ai jamais aimé rigoler avec toi, papa. Comment ça? Il me dit, des fois, il manquait des outils. Je dis, ouais, je sais. C'était pour que je prenais un RTT. Mais t'es obligé. Mais tu vois, c'est l'enfant qui est en moi, comme tout le monde. Je pense que tout le monde regarde. Moi, je dis toujours, je questionne l'enfant qui est en moi, quoi. Je questionne jamais l'adulte. L'adulte, il C'est une m'intéresse bonne, pas. c'est une bonne manière d'avoir le truc. Non, Ok. jamais. Je le questionne, l'adulte. Jamais. Quand je suis pas bien ou que je me parle à moi-même étant jeune. C'est bizarre ce que je fais, mais Ouais. juste pour voir si Parce que si j'avais dit au jeune que j'étais lorsqu'il avait 10 ans, 15 ans, 20 ans, et je lui dis, regarde, je fais ça, je vais faire un podcast et machin, je crois qu'il sauterait en l'air. Il dit, ouais, c'est vrai de ça, ma vie. Ouais. Waouh. Mais jamais de la vie, quoi. Ouais. Jamais de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est je vois très jamais de bien. la vie. C'est jamais de la vie. Et ça, je le vois chez mes potes que j'ai pas vus depuis longtemps et qui me voient et qui me regardent plus avec le même regard. Ils me disent, putain, t'as fait un truc incroyable. Tu vois, et toi, Et tu crois continues que de faire des trucs Ouais, incroyables. non, C'est qui non, ouf, mais, tu toi, vois. mais toi, Ouais. tu peux le Ouais. banaliser. Ouais, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Et j'écoutais, là, j'étais fan de Quincy Jones. Ah ouais. Tu vois, Ouais. tu vois, ça m'a déchiré le cœur. Mais je me dis, il a eu 91 ans, il a fait ce Ok. qu'il a fait des trucs incroyables. Et il disait, émerveillez-vous tous les jours, quoi. Restez humble quand il y a du succès. Et restez humble aussi quand il y a pas de succès. Mais Ouais. émerveillez-vous, quoi. Et il a raison, quoi. Donc je pense qu'il faut parler à l'enfant. C'est le... Elle est hyper. Franchement, tu vois, alors j'ai quand même le genre de truc que je me pose aussi comme question, mais moi je voyais, dans ma version du petit partage, j'ai l'impression que moi, dans mon parcours, l'enfant que j'étais était. À un moment, j'ai cru qu'il était plus courageux que l'adulte.
j'ai cru qu'il a été plus courageux et que en tant qu'adulte, j'avais plus cette insouciance qu'on peut appeler du courage quand on est adulte. Et je me suis posé la question, à un moment, je me suis dit, putain, merde, est-ce que j'ai autant de courage que l'enfant? Et il y a un événement qui s'est passé très bête. Bon, allez, je le raconte parce que j'ai commencé. C'est mon podcast. Un jour, on fait Roger, vas-y, prends une petite substance. Un peu bizarre. Je veux pas en prendre, c'est pas du tout mon délire et tout. Je prends un truc. Ok, c'était rigolo pendant une journée. Sauf qu'il y a eu un moment où ça a duré plus longtemps que prévu. Ah, L'effet. je connais. L'effet un peu bizarre qui dure plus longtemps que prévu. Et là, je suis en mode, oh, putain, sa mère. Je me dis, ça se trouve, j'ai fait. Je leur ai... C'est le truc de. T'entends une histoire où il y a quelqu'un qui a pris un truc une fois, et il est arrivé un truc de ouf derrière. Je me suis dit, oh, putain, c'est Wham. C'est en train d'arriver. Ce mec-là, ça va être moi. Il arrive ça, et mon job, c'est de bosser avec des gens et de discuter avec des gens pour trouver des solutions avec eux. Et là, je discute et je me vois avoir pris 2 jours plus tard et être devant une casserole d'eau chaude, de tense, à me demander la petite cuillère. Il faut que je prenne une petite cuillère pour tourner l'eau qui est en train de bouillir. Et là, je me dis, Là, ça va loin. je suis au ralenti. C'est fini. Tu sais, le jeu est terminé. Donc 2 jours après, ce truc arrive. Et là, mon cerveau, il reprend ce truc d'enfant. Ouais. Il me dit, hé mec, genre, il t'arrive des trucs de ouf. C'est ton nouveau jeu. Accepte le jeu. C'est bon. C'est ton nouveau game. C'est parti, tu vois. Genre, ta vie, elle est comme ça aujourd'hui. Elle ne changera peut-être plus. C'est terminé. Genre, tu viens de te rendre compte de à quel point dans ta tête ça pouvait aller vite. Et tu pensais que c'était normal. Genre, tu pensais que c'était OK d'ouvrir un tiroir et de tourner une casserole drôle d'eau chaude et de te dire, tu vois ça? Avant ça, c'était rapide. C'était ton quotidien. Là, ça l'a pas du tout été. Et là, je fais, ouais, bon. Ma tête s'est dit, mec, c'est bon. C'est ton nouveau game. C'est le nouveau jeu, c'est les nouvelles règles, on y va. Et à partir du moment où je me suis dit ça, bizarrement, c'était ma plus grosse question à moi, c'était est-ce que l'enfant que j'étais était plus courageux que l'adulte que j'étais, que je suis devenu? Là, il était plus curieux, en fait. Eh ben, en fait, ma réponse, grâce à cet événement, je me suis dit, putain, je me suis rappelé que j'étais capable de transformer ce truc-là en quelques jours. Et c'est une de mes potes qui m'a dit, mais mec, moi, ça me ferait arriver, j'aurais été en PLS pendant des jours, j'aurais pleuré. Fait, mec, en 2 jours, t'as switché. Et c'est là que je me suis rappelé, j'ai fait, putain, mais en fait, oui, en fait, je l'ai toujours. Sauf que j'ai oublié que je pouvais l'utiliser, tu vois. Eh ben, j'ai eu le même truc que toi. Ouais. J'ai pris un bonbon qu'il fallait pas. Ouais. Et ça m'a mis bien. Et d'un coup, la parano, elle est arrivée. Putain, c'est ouf. La parano est arrivée. Ouais. Mais je l'ai vite refermée. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant qui en moi dit, hey, kiffe. Ouais. Kiffe, c'est super. C'est génial. Et d'un coup, au lieu de voir des choses sombres, je voyais des choses roses, des choses fabuleuses. Et je commence à marrer. J'ai dit, c'est l'adulte qui est en moi qui commence à avoir peur. Ouais. Parce qu'il sait que lui, il est sur la dernière ligne droite. L'autre, il a encore la vie à vivre et donc, il est insouciant. C'est quand maintenant, quand tu disais, ouais, saute du plongeoir le plus haut. Quand tu es petit, tu flippes, mais tu dis, je vais le faire pour les autres. Et tu le fais. Et maintenant, tu dis, non, c'est hyper dangereux parce que si je tombe, je peux me casser la clavicule. Si je me casse la clavicule, demain, j'ai un rendez-vous. Tu vois, tu mets tout ça, alors que le gosse, il s'en fout, lui. Lui, il vit au jour le jour et il se dit, je vais le faire, c'est une aventure. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de prendre la vie, en fait. Je pense, tu vois, je vais le faire. Et c'est quoi, je vais le faire plus souvent. Cette question, qu'est-ce que ferait l'enfant? Exactement. Qui est une question dans psychologie qui est, en trois, ça va bien se passer. Il y a un truc en psychologie ou quand on se fait accompagner par un coach, n'importe quoi, qui est la question, c'est qu'est-ce que ferait l'amour? Genre, qu'est-ce que ferait l'amour dans cette situation? Qu'est-ce que tu prendrais comme décision si tes décisions étaient basées sur l'amour? Et moi, ça marchait moins bien. Là, en me disant ça, je me dis, putain, qu'est-ce que ferait l'enfant? En tout cas, moi, ça me parle plus. Je sais pas si les gens qui nous écoutent, ça leur parlera, mais je sais que moi, là, cette question, elle est hyper intéressante pour moi. Parce que l'enfant, c'est celui qui rêvait. C'est celui qui avait... qui voyait les choses que du bon côté, qui voyait pas le côté compliqué ou sombre, tout ça. Tout était très simple, quoi. C'était très simplifié. Si je fais ce métier-là, je vais pouvoir kiffer, je vais pouvoir faire rire les autres, je vais pouvoir rendre heureux mes amis, les faire voyager. Tu vois, tu ne penses qu'à ça, tu ne penses pas à tous les à côté. Et c'est souvent ce truc-là que je me pose. Moi, en tout cas, j'ai un mécanisme quand je monte sur scène. Je peux être fatigué, énervé, m'être engueulé, le truc qui va pas. Mais une fois que je suis sur scène, je sais que j'arrive à switcher, mais ça m'a mis du temps, à me dire c'est le gosse qui est en moi. Donc, le truc, c'est faire rire les gens, quoi. Et parfois, c'est des vannes un peu limites, je dirais presque enfant. Et je dis, mais c'est pas grave, parce que je vois les gens rire comme des enfants. Et généralement, quand il y a des mecs qui disent, oui, mais ces vannes sont faciles, quand j'entends ça chez d'autres, je dis, mais rien qui est facile. Faire rire, c'est pas facile. Arrête. C'est dur. Il a son univers, j'ai mon univers, mais je respecte tous les univers. À partir du moment où tu as un contrat avec le public, c'est de les faire rire. Tu peux être le mec le plus
aimé, le plus adoré, tu peux t'appeler Brad Pitt, X, ce que tu veux, mais si au bout de 5 minutes, tu les fais pas rire, les gens sont contre toi alors qu'ils étaient avec toi. Donc, tu vois, parce ils ont un besoin. C'est ce besoin, c'est fais-moi rire. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas venus t'écouter. Ils sont venus que tu les fasses rire. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai toujours été très, 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 je dirais, je sais pas, très admiratif sur ceux qui arrivaient à faire rire. T'arrivais à faire rire tes parents ou ton père? Ou... Compliqué. Ouais, bah, Compliqué. plus- Compliqué, mais le sur la pire fin, public, oui. ouais. Oui, Au dé- compliqué. mais parce petit, que- non. Petit, non, non plus. Parce que la relation, elle est compliquée. Ouais. Lui, il a une vie qui a été compliquée, qui était dure, enfin, tu vois, parce Ouais. que lui, il était dans le dur. Quand tu es interdit bancaire et que tu faut remplir le frigo, que tu as 6 enfants, que tu as plein de choses qui te Tombe t'as dessus, le poids, ouais. le poids de toutes ces responsabilités. C'est pas facile, quoi. Ce n'est pas facile. Moi, j'arrive à rire dehors, chez moi, bah, mais j'ai tout vu que mon père, il voulait que j'ai les meilleures chances de la vie. Tu vois, il faisait tout. Je le comprenais, mais il le disait pas, il savait pas le verbaliser. Et on a eu une conversation. Moi, la première fois où j'ai eu peur pour mon père, c'est bizarre de dire ça, la première fois où j'ai eu peur pour mon père, c'est quand il a pris sa retraite. Quand il prend sa retraite, je vois plus le même homme. Je le vois plus aussi fort, aussi dur, et je le vois Ouais. déprimé parce que la retraite, c'est une petite mort. Et on dit souvent, après la retraite, il tombe malade. Ouais. Ben, parce qu'il se sent plus utile, quoi. Et j'ai vraiment eu peur cette fois-là. J'ai dit, merde, c'est plus mon père. Et je le veux comme ça. Je le veux fort. Je le veux comme qu'il soit mon référent de ma vie. Et puis, il l'était plus. Ma mère qui s'inquiète, tu vois. Et je lui avais fait le plus beau des discours. Je m'étais mis dans ma chambre et je m'étais dit, il faut que je lui parle, je lui parle. Et je lui ai parlé vraiment à cœur ouvert. Et je lui ai dit, écoute, papa, sache une chose, c'est si tu meurs, je suis fier d'avoir été ton fils. Je suis fier de tout ce que tu m'as donné, même les coups, machin. Et que même si j'ai pas eu ce que je voulais, machin, mais en tout cas, je suis fier de t'avoir comme fils. Parce que là, je sens que t'es pas bien et j'ai peur de pas pouvoir te le dire avant. Et mon père, il s'est mis comme ça. Ah ouais, Et ma mère, elle est montée en criant, pourquoi t'as parlé à ton père? Il est en train de pleurer et tout. Et je pensais pas à ça, tu vois, mais même pleurer. Parce que... Et le lendemain, j'ai vu mon père bricoler. Le lendemain, il s'est remis à bricoler, à se faire des projets, à se projeter. Et j'ai compris à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je réussisse. Mais vraiment, je me suis dit, il faut que je réussisse ma vie. Il faut qu'il me voie réussir pour qu'il soit content. Et c'est comme ça que je faisais. Et c'est pour ça que je regrette un tout petit peu, mais je peux pas... Mais sur les dernières, peut-être les derniers mois, j'aurais pu continuer à le faire vivre parce que à le stimuler, c'est ça, c'est le mot, c'est le stimuler. Parce qu'il faut les stimuler, en fait. J'ai remarqué que mon père, c'était un enfant. Dès que je lui offrais un cadeau, il avait les yeux qui brillent comme un enfant, tu vois, tu sais, il était comme ça. Et j'ai dit, ouais, c'est mon père, ça. Donc j'ai dit, même à cet âge-là, on est encore un enfant. Tu vois, même à cet âge-là, on est encore un enfant. Et j'avais fait un truc avec un pote et tout. Tu vois, tu me fais parler de lui et ton podcast va durer 8 heures, mais c'est pas grave. Mais j'avais dit à un pote et tout. Mon père rêvait d'une voiture et tout au Maroc et tout. Et mon pote qui vend son 4x4. Et je lui dis, écoute, je vais acheter une bagnole. Je dis, hey, ne touche pas, prends la mienne. Je te fais un super truc et tout, machin. Je dis, sérieux? Il me dit, ouais, bon, super ami. Je dis, ok, bah, tu sais quoi, on va faire un sacré coup à mon père. Je dis, d'accord. je vais l'emmerder. Je dis, écoute, papa, il faut que tu ailles là-bas, à Rabat. Il faut que tu te démerdes. Il faut que tu arrives tôt. Il faut que tu ailles récupérer un truc, c'est hyper important. Et mon père, dès que tu montais, il commence à se dire, pourquoi tu m'as pas dit avant? Je me sens regardé, tu vois, parce que lui aussi, il stressait. Je dis, non, faut que tu ailles et tout. Mon père, il y va dans un stress de malade. Quand il arrive là-bas, il dit, il est où? Il est pas là. J'ai dit, tu te caches, tu le laisses galérer. Mais pourquoi tu le poids, j'entendais. Et moi, je rigolais. Et mon pote, il lui dit, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, je lui ai passé les caisses, je lui ai dit, tenez, il faut que vous ramenez cette voiture à Bousneka. Et mon père regarde la voiture, il dit, c'est pas cette voiture. Il dit, mais c'est pour qui? Il dit, c'est pour vous. Et j'entends mon père, elle m'a dit, ma mère, ton père, il a pleuré de Rabat à Bousneka. J'y étais pas, j'y étais pas, mais j'étais heureux. Et elle m'a dit, elle l'a regardé comme un enfant, la voiture. Je m'en fous, moi, on s'en fout, la voiture, c'est pas... Mais il l'a regardé comme un enfant. Donc, j'avais compris ça. Quand je voyais mon père avec ce regard, je dis, ah ouais, c'est ça qu'il faut que je lui donne. Donc, j'avais même une mission humanitaire. Et je dis, écoute, tu sais, je vais faire une mission humanitaire en Jordanie, dans des camps et tout. Et mon père, je sais, la Jordanie, le Liban, on en a toujours... Il en parle, tu vois, parce que c'était là que se passait la culture, les poètes, les chanteurs. Et mon père a toujours été... Et je dis, ouais. Je dis, et puis, je le glisse comme ça. Je dis, bon si j'arrive à te faire venir, je ferai en sorte que tu viennes.
Et je vois mon père, il se met droit, il se prépare les valises. On y va. Je dis non, non, je le freine. Je dis non, non, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Mais moi, je savais que c'était sûr. J'avais déjà pris le billet, j'avais déjà fait le truc. Et j'ai su que je pouvais le tenir comme ça pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, dès que je l'avais au téléphone, je l'envoyais, il chantait au téléphone, qu'il était heureux et que machin. Je dis ouais, ouais, c'est en train de se faire, mais tu sais, avec les passeports, les visas. Il dit ouais, oui, bien sûr, je comprends mon fils et toi. Et j'ai dit, waouh, je peux continuer à le faire vivre en fait. Je peux continuer à lui donner, de l'essence dans sa tête et dans son cœur, tu vois, dans l'âme d'enfant qu'il y avait. Parce que je voyais que ça redevenait un enfant. Et donc, tu vois, on revient toujours à l'enfant, quoi. C'est le fameux Citizen Kane, quoi. Il veut tout ce qu'il recherche. T'as un côté hyper émotionnel que je sais. Alors, forcément, quand on est dans l'humour, il faut être OK avec ses émotions, il faut être OK avec le fait de les livrer, de les utiliser. Mais t'es quelqu'un qui est émotionnellement parlant, très connecté, j'ai l'impression. Genre, En tout cas, je dis ça comme ça, Non, non. interprétation de ma part, mais t'as un mec hyper émotionnel au sens large du truc. C'est que t'accueilles, t'acceptes, t'arrives à nommer, t'arrives à les utiliser, t'arrives à comprendre ce que ça suscite chez les gens pour que eux aussi l'utilisent. Je savais pas enfin, j'avais pas vu que t'avais ça. Parce que, Ouais, mais je le montre sur scène, en fait. ouais. Je le montre sur scène. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est cette fameuse phrase. Il y a ceux qui voient et ceux qui ne voient pas mon fils. Moi, j'ai adoré cette phrase. Mon père, il faisait des monologues qui durent trop longtemps. Des fois, je voulais mettre sur off. Mets-toi en mode avion, tu vois. Et tu vois, on revient toujours au père, on revient toujours à l'enfance. C'est toujours le même schéma. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu peux je parle avec plein d'amis et tout, tu vois. Et dès que je leur parle de leur père ou machin, et tu vois, et pourtant ils ont réussi dans la vie. Mais ils te disent, ah, si j'avais su, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Et donc, tu vois, on revient toujours au même principe. Et je connais même des gens qui ont eu de mauvaises relations avec leur papa. Tu vois, ils me disent, c'était dur, t'es mauvais, machin, tu vois. Et il me dit, mais putain, c'était fabuleux le dernier mois avant qu'ils partent. Waouh. Et donc, c'est l'enfant, tu vois. Je dis, c'est toujours ça, il y a toujours l'enfance. Je sais pas comment je l'ai compris. J'ai dû le comprendre avec le temps. Et puis, peut-être en voyant mon père. Je te dis, mon père, il avait une profondeur d'âme incroyable, quoi, je trouvais, tu vois. Et puis, quand tu accueilles les gens et que tu vois ta mère fait ça et ton père, tu te dis, bon, bah voilà, le sens de la vie, en tout cas, il est là. Ouais. Pour moi, hein, après, Bien sûr, oui, tout le chacun monde, son tout le monde, propre tu vois, création voilà. de sens. Ouais. Chacun son propre chemin hein, jusqu'à que la lumière s'éteigne. Hein. Donc, moi, je l'ai compris. Et à chaque fois qu'un mec il me dit ouais, j'aimerais faire ce métier, machin, comme toi, parce que toi, à chaque fois, je leur dis d'accord, d'accord. Ouais, donne-moi des conseils. J'ai qu'un seul conseil à te donner. J'en ai pas écrire des vannes, je sais pas, peut-être mieux les écrire que toi. Je dis pose-toi la question pourquoi tu fais ce métier-là. Tu te la poses, et après, c'est bon. Une fois que tu l'as répondu, tu vas voir. Tu vas super bien bosser. Toi, là, aujourd'hui, alors, les émotions, en tout cas, c'est quelque chose. Je pense que ça va revenir. On va revenir sur ce sujet à un moment ou à un autre, c'est quasi sûr. C'est pour ça que je ne vais pas trop rester là-dessus. L'asana, les choses avancent. Comment ça commence? Comment on arrive à aujourd'hui, le commencement de l'humour, les spectacles, commencer à écrire, tout ça, ça se passe comment? Bah, en fait, quand l'Asana meurt, et je fais la promesse, je sais que je peux plus revenir en arrière. Tu vois, Ouais. il y a un truc de... Comme quoi, je suis convoqué chez le directeur et il me dit, oui, les contrats changent parce que la structure a changé. Enfin voilà, ils Ouais. ont été repris. Et il me dit, oui, il y a un avenant dans le contrat qui fait que il faut tu signes un nouveau contrat. Je dis, ouais. Et il me dit, si tu ne signes pas en rigolant, parce qu'il m'aimait beaucoup, Ouais. tu vois, parce qu'il voyait que... Et il me dit, si tu signes pas, on sera obligé de te licencier. Je dis, ah bon? Je dis, ouais, le bon Dieu, il est fort. Je dis, bah, je vais pas le signer. Et il éclate de rire avec tout le monde. Tu veux te faire licencier? Je dis, ouais. Et là, il voit que je suis sérieux. Il dit, mais non, si. Je dis, mais non, mais tu t'es bien ici, t'as été augmenté. En plus, Ouais. on t'a tous les avantages que t'as demandé. Je dis, non, je vais me barrer. Je vais me barrer, c'est maintenant. Tu vois, et quand je me barre, je fais en sorte d'avoir mon chômage. Tu vois, d'où la chance de vivre en France. Ouais, de ouf. Ouais, Tu je suis vois, d'accord. putain, c'est incroyable. Et je pars en plus avec un petit billet. Donc, et dans le billet, j'ai donné à mon père, pour te dire. Ça me rappelle une anecdote. Et c'est que mon père, il n'aimait pas les jeux d'argent. Parce qu'il avait vu tellement de potes à lui dans les jeux d'argent et tout. Et moi, je jouais quand même. Hein, je grattais, je me faisais des rêves et tout. Je mettais toujours de la musique parce que je m'imaginais dans une voiture et tout.
Et je gratte un jour. Je gratte. Et putain, je lis 10 000 euros. Je lis 10 000 euros. Je te jure. Et là, je saute. Je suis comme un fou. Et, tu sais quoi, et je roule en voiture. Je deviens parano. Je dis, putain, la nana me regarde depuis tout à l'heure. La connasse, je la traite de tous les noms. Si elle est au courant que j'ai 10 000 euros. Et je suis comme un malade parce que je sais que j'en ai besoin. Moi, je comptais l'argent, tu sais. J'avais pas beaucoup de kiff et tout. J'ai 10 000 euros, putain, je suis comme un ouf. Je rentre chez moi comme une bombe. Je regarde si personne me suit. Et je me mets dans ma chambre. Je dis, putain, je veux faire ça, je vais acheter ça et tout. Et puis, je me pose après je dis, attends, est-ce que c'est quel numéro qui doit être le meilleur? C'est un blackjack. Tu vois? Je dis, putain, je dis, attends, mais non, mais parce que c'est ce chiffre-là qui est au-dessus. Et je regarde bien le truc. Putain, c'est pas 10 000, c'est 1 000 euros. Oh putain, je redescends, je suis dégoûté, je suis au bout de ma vie. J'ai envie de déchirer le billet. Tous mes rêves s'écroulent. Et 1 000 euros, je les accepte pas. Tu vois, je suis. Je prends les 1 000 euros comme ça, je vais voir mon père à l'allonger. Je dis, tiens, j'ai joué, j'ai gagné. Et mon père, il me dit, t'as encore joué? Comme ça, il fait. Et il s'enlève, il dit, bon, on va aller faire les courses. Les jeux d'argent d'un coup, il s'en foutait. Oh, comme quoi, tu vois. Et, et donc, quand ils m'ont donné ce billet, et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je suis jamais monté sur scène. Alors, je me dis, je vais me préparer. Le seul mec que je connais qui a fait un film, il avait fait un casting, il avait été pris dans un film. Je me dis, bon, lui, il doit avoir des bases. Donc, je me mets avec lui. Bon, c'est pas le meilleur choix. Je me rends vite compte qu'il a eu juste la chance d'avoir la bonne gueule. Et puis, comme j'avais un bagou et que les gens m'aimaient plutôt bien, j'appelle la mairie. Oui, je prépare un truc et tout. Et puis, je le montre, le truc, hein, attention. Hein. Et ils m'ont passé un petit théâtre. J'ai pu m'entraîner dans une solitude complète, mais complète. Hein. Je savais qu'il fallait venir comme un athlète, comme Rambo, quoi. Tu te prépares. Et je pars de zéro, quoi. Donc, j'ai écrit sur une feuille. Alors, j'ai relis des trucs, c'est à mourir de rire, parce que moi, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Heureusement, maintenant qu'il y a des correcteurs. Je lisais le truc, je me oh Dieu, heureusement. Mais c'est la base. Un mec, je crois que c'est Jamel qui m'a dit, tu t'en fous de comment tu l'as écrit. On s'en fout. Les fautes, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'intention, c'est que tu le fasses. On s'en fout du reste, t'inquiète pas. On est tous nuls. On a tous peur du ridicule, on a tous peur d'être jugé, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est que tu fasses les premiers pas et que tu vas être accompagné. Et que ce que tu as formulé, on va mieux le reformuler, on va le remettre en page. Tu vois, on arrive avec beaucoup d'handicap, hein, nous les humoristes, on le sait. Mais après, une fois que... Et je me suis mis là-dedans. Et parfois, je regrette, tu vois, il y a un regret, c'est que ça m'a obligé à me couper. En fait, l'écriture, ça t'oblige à te couper. Il faut te couper complètement. Si tu vois, je lis des livres sur... Te couper pour te recentrer sur toi et sur les choses que tu veux. Bien sûr. Ok. Bien sûr, on est pollué partout. Dès que j'écris... Ah ouais, d'accord. Oh putain. Ah ouais. Ouais, ok. Et t'as passé ta journée à scroller. Bah ouais. Donc, tu vois, alors que non, l'écriture, ça demande, tu vois, tu te concentres. C'est la réflexion profonde, quoi. Tu vois, il faut se couper. Moi, je lis beaucoup de livres là-dessus sur comment se concentrer, comment aller chercher justement aller à l'essentiel sur l'écriture. Mais à chaque fois, c'est toujours le même principe. Hein. C'est de s'isoler et faire comment ça s'appelle, une introspection sur soi-même et d'aller chercher. Et je le vois, hein, quand j'ai bien écrit, c'est quand je me suis coupé. Et ça, à chaque fois, des fois quand j'écris mal ou que je suis pas content ou que j'ai pas donné ce qu'il fallait, je dis bah il faut revenir à ce que j'étais à mes débuts. Tu t'enfermais dans un petit théâtre et je te jure que je restais. Mais la création, tu vas faire allez 5 minutes utiles. Ouais. Tu vois, 5 minutes utiles, c'est énorme. Et c'est peu à la fois. C'est comme un tournage, on te dit tu fais 1 minute utile par jour ou 2 minutes. C'est peu alors que tu as passé 8 heures, 6 heures, 12 heures. Tu vois, parfois quand tu as des... Mais c'est ça en fait, c'est de se couper, de se concentrer, d'y aller doucement, doucement, doucement. C'est pour ça que c'est douloureux de revenir sur scène. Parce que tu remets tout à plat, quoi. Tous les rires, les applaudissements, les standing ovations, t'es super beau, tout ça, tu l'oublies, c'est terminé. Il faut revenir à zéro. C'est pour ça qu'il est terrible, notre métier. Mais il ne demande que le travail. Bah, c'est comme dans la musique. C'est quasiment le même principe. Moi, je connais plus de gens dans la musique, pour le coup. Et il y a ce truc de s'isoler, vivre des choses, revenir avec des choses des choses à dire, du vécu, des choses, pour pouvoir les mettre en musique. Et tu repars, c'est un peu genre à chaque fois, tu
Tu remets ton statut un peu en jeu à chaque fois, quoi. T'es champion du monde, t'arrives avec la ceinture et on te dit le champion du monde, et ben il faut qu'il. Moi je parle avec des boxeurs, moi j'adore, tu vois, je parle avec eux. Il me dit, ben, je sais comment, j'ai un grand entraîneur que j'adore quand je parle avec lui et c'est passionnant parce qu'il me dit, bah on reprend les bases. Je dis quoi? On reprend les bases. Quoi? Garde. Garde haute. C'est vrai qu'entre l'humour et c'est vrai que j'avais pas fait le parallèle entre ouais. l'humour et le sport de combat, c'est quasiment les mêmes problématiques. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu dois envoyer les coups, pas les prendre. Ah, bien sûr. Tu vois, et si t'apprends, il t'apprend les bases. Moi, j'ai adoré quand il dit, même un footballeur qui revient après une blessure ou truc, on leur apprend quoi? À refaire du cardio, à revenir les bases, la défense, refaire des jongles. Parce qu'il me dit, tu vois, c'est des trucs hyper basiques, mais c'est ça. Mais l'être humain, et il sait, c'est comme tu t'as pris du poids et tu sais que maintenant il faut aller courir, il faut moins bien manger. Les bases. Les bases. Et le cerveau, il te dit, mais non, arrête. Mais non, on n'a pas besoin, on connaît des as. T'inquiète pas, ça va aller. Viens, on prend des cachets pour maigrir. Chill deal, machin. Viens, on va en Turquie, ce qui paraît un nouveau truc. Ils font des implants et te rétrécissent l'estomac. Non, mais tu vois, donc voilà, tu reviens toujours à les bases. Donc, un gigabosseur. Alors ça... Non, moi, je dis, je suis le plus grand feignant qui bosse. Moi, je suis le plus grand feignant qui bosse. Bah, en fait, je pense que c'est un truc qu'il y a chez les entrepreneurs aussi qui sont très bons. C'est que, en fait, en grande majorité, ils vont tous te dire, en fait, je bosse pas tant que ça. Mais parce qu'en fait, vu que en fait, on est tous, je pense que je me mets dans cette catégorie-là, t'es feignant. Parce qu'en fait, pour être feignant, faut être malin. Et pour être malin, faut trouver des choses qui te permettent d'être performant. Alors que quelqu'un qui veut juste travailler, il dit faut travailler, donc faut travailler. Donc travailler, ça ne veut pas dire ne pas être malin, mais le travail ne garantit pas la réussite. Le fait d'être un chouille fainéant et de se dire qu'est-ce qui fonctionne mieux que si je passe le plus de temps dessus, va faire que je vais réussir plus vite ou mieux. Donc en fait, tu travailles quasiment pareil qu'un mec qui travaille, mais il travaille au bon endroit. Donc en fait, ça... J'aime beaucoup ta définition parce que elle me fait rappeler des choses. C'est que je suis feignant, je travaille, mais parfois, je vais dans la facilité. Et c'est une réalité, je le sais. Tout le monde, hein, je pense. Hein. Oui, je le sais. Mais comme tu disais, le spectacle, c'est aussi passer des émotions, passer des messages. C'est ça qui est important. Parfois, on me dit, ouais, t'as vu le parallèle entre les nouveaux stand-uppers et l'ancienne génération? Je dis, non, c'est pareil. C'est pareil, sauf qu'il faut que tu arrives à sortir du lot. Il faut qu'on arrive à t'identifier. Je dis, les mecs, ils me disent, ouais, mais t'as vu ma vanne? Je dis, ouais, mais vous êtes tous posés de la même manière. Vous posez tous de la même manière au jour d'aujourd'hui. Vous vous ressemblez tous. Il me dit, ouais, pourquoi lui? Je dis, bah, parce que lui, c'est un clown. On le voit tout de suite. Il a un personnage. Tu vois, par rapport à toi, même si t'écris mieux, malheureusement, la vie, elle a fait que quand il arrive sur scène, il est déjà marrant par son corps, par son attitude. Des fois, c'est comme tu regardes un mec, tu dis, waouh, comment il est sapé, c'est incroyable. Et d'autres, il va saper la même chose. Putain, c'est dégueulasse. Mais c'est comme ça. Il y a une aura et puis je dis, faut trouver ta singularité. Il faut que tu trouves ta singularité. Il faut que tu trouves ton clown. Il faut que tu trouves ton truc. Tu vois, et ça, c'est pas facile, ça. C'est pas facile. Moi, je suis toujours ma casquette à l'envers. Si la T'as Turquie... failli la mettre à l'endroit. On a failli la mettre, on a eu un problème d'ombre. Sinon, il l'aurait mise à l'endroit. Sinon, j'aurais été en Turquie depuis le temps. Croyez-moi. Croyez-moi. Putain, vous avez eu de la chance à cette époque-là. Et donc voilà, ouais, je pense que moi j'aime beaucoup ta définition justement sur le travail. T'es un bosseur. Genre, franchement, pour arriver à ce niveau-là, je suis désolé. Non, mais c'est vrai. Mais tu vois, c'est toujours cette problématique et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler avec les entraîneurs, les boxeurs, des gens que je connais. Ils me disent, tu vois, c'est souvent au pied du mur. C'est au pied du mur que les mecs ils bossent. Quand ils savent le machin, et t'as pas le choix. Et c'est souvent ça. Mais c'est hyper dangereux. Hein. C'est ce truc de... Mais peut-être, j'aime cette adrénaline. Peut-être qu'ils aiment aussi cette adrénaline. Des fois, on attend la dernière minute pour mettre le coup de collier. Mais en fait, des fois, on me dit, ouais, mais t'as trouvé ça vite fait. Je dis non. Ouais. En fait, c'est une création qui est là depuis longtemps. Que tu vois, tu traînes, mais que t'as pas voulu mettre sur le papier. Et qu'à un moment, là... Boum, et là, tout s'aligne. Tout s'aligne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est usual suspect. Oh, motherfucker, c'est lui, le Tamagotchi, putain. Ouais. Et tu vois, les gens, ils disent, mais non, mais c'est du travail, en fait. Bon, moi, je suis quelqu'un je suis volubile dans la vie avec mes potes et tout. Mais quand je suis au travail, je dis aux mecs, je dis, vous allez voir, sur scène, je vais tout donner et après, vous n'allez plus m'entendre. C'est juste que j'ai besoin de descendre, de revoir le spectacle, de revoir ce que je peux changer. Et les gens, ils pensent que tu peux changer des blocs. C'est faux.
Tu vas changer 30 secondes, 2 minutes. Ouais. Moi, c'est la fameuse. C'est quoi? C'est les 1%, les Japonais, ils disent Shinden ou Shaizen ou je sais pas trop quoi. Oui, oui, C'est bah, c'est quoi? comment il s'appelle? C'est Kaizen. Kaizen, Kaizen. Ouais, bon, Kaizen, enfin, un truc. bah, ce qu'il a fait. Oh, je suis un ouf avec les noms de famille. Oui. Inoxtag, voilà, merci. Voilà. Heureusement que notre public est là. Inoxtag, ouais, c'est lui, il a Ah mis oui, au. bah, le titre, ah bah oui. Ouais, Oui, ouais, mais Shonen. C'est l'esprit ouais, Shonen, je voilà, crois. ouais, je l'avais Ouais. entendu il y a longtemps. Il dit Oui, oui, bah, ça, c'est hyper. bouge juste 1%, quoi. Ouais. Et ben c'est ça, en fait. Et c'est ça, en fait. Est-ce que je peux te taquiner? Taquine-moi. Ok, donc ça veut dire que tu serais pas un bosseur, tu serais un mec talentueux? Non, non. Le talent, tu peux faire ce que tu veux avec le talent. Si t'as pas écrit, tu peux y aller. Moi, j'ai vu des mecs hyper talentueux dans la vie qui te font mourir de rire. Ils ont dit, tu vois, je vais monter sur scène. Au bout de 20 secondes, ils se liquéfiaient et machin. Non, Ouais. c'est du travail. C'est pour ça que quand... J'avais une conversation avec, un jour avec Jamel et tout. Il me dit, putain, les mecs, ils arrivent. Tu vois, mais pas méchante, hein. Ouais. On faisait un constat. Je dis, ben, Jamel, t'as ouvert la boîte de Pandore. Ouais. Tu vois. Et il y a beaucoup d'humoristes que j'aime. Moi, j'aime tous les humoristes. Il y a plein que j'aime pas dans la vie, mais quand ils sont sur scène, je les adore. Ouais. J'aime ce qu'ils font, j'aime leur travail, je respecte leur travail. J'arrive à voir comment ils construisent et des fois tu dis, oh putain, c'est bien fait, j'aurais pu. Peut-être t'es toujours comme ça, Ouais. t'es dans jamais dans la jalousie, jamais dans l'aigreur, c'est toujours j'ai toujours l'admiration. Et je dis par contre, le seul truc que je trouve, et c'est pas, je me sens pas supérieur à eux, je dis, on a fait croire aux gens que c'était facile. Parce qu'ils nous voient y arriver avec une attitude. Ils nous voient y arriver avec un flow et machin. On leur fait croire que c'est facile, alors que c'est pas du tout facile. Et c'est ce que je vois au jour d'aujourd'hui quand je vois les mecs. Je dis ouais, mais moi, tu vois, je prends le micro, je bouge pas. Je dis non, démarque-toi. Démarque-toi. Et même si tu... Alors, tiens le micro autrement. Pense à ça. Pense à ta mise en scène, à ta gestuelle. Pense à tout ça. Parce que moi, j'y ai pensé, moi. Moi, je dis, comment t'arrives à te démarquer? Je dis, bah... Parce que j'ai regardé Jamel, comment il bougeait. J'ai regardé Gad, j'ai regardé X, j'ai regardé machin. Et j'ai ah ouais, quand il bouge, il apporte... Mais tu vois, c'est aussi même une chorégraphie. Ouais. Tu vois, les Américains, ils ont ce truc-là de la chorégraphie. Tu vois, quand je regarde Dave Chappelle... Je vois quand il en fait trop ou pas, mais tu vois, mais je vois sa chorégraphie, je la comprends. Tous ces tics de gestuels et tout. Et je dis, ouais, c'est beau. Et un jour, j'étais voir un spectacle d'un mec que je comprenais pas. Et j'étais comme ça, je dis, waouh, il est trop fort, le mec. Mais vraiment, je te jure, je dis, il est trop fort. Et je voyais la salle a été prise avec lui. Pourquoi? Parce qu'il avait une élégance. Et je me dis, bah, tout ça, il l'a travaillé. Parce qu'après, j'ai été voir ses vidéos, ses premières vidéos. Je dis, ah ouais, ça n'a rien à voir. Pas la même chose, ouais. C'est pas la même chose. Et donc, je le vois, je dis, ah, l'évolution, elle est là. Donc, c'est aussi une évolution corporelle, scénique. Tu vois, ça englobe beaucoup de choses. Les gens pensent que c'est juste des punchlines, des vannes. Non, c'est ce que tu ramènes. Il y a des mecs, tu vois, ils ramènent leur fragilité. Donc, d'un coup, tu as une forme d'empathie, tu vois, et ils arrivent à le transmettre par des silences, par des respirations, tu vois. Quand je regarde Paul Mirabel, je dis, bon, bah, lui, il est déjà un clown parce qu'il a un visage, tu dis, ah ouais, lui, il a dû prendre au collège, au lycée, le pauvre, tu vois. Et c'est ça qui te fait rire tout de suite. Et lui, il te raconte que ses galères. Et c'est ça qui est formidable. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je dis, c'est un Richard 2.0, quoi. Pierre Richard, tu vois, il lui arrive que des galères et on rit de ses galères et on a l'impression de le connaître et tout. C'est génial. Moi, tu vois, je trouve que c'est du génie quand tu arrives à mettre tout ça, englober tout ça. Et puis, il a une écriture incroyable. Bon, après, je parle de lui comme bien sûr, comme plein d'autres. Oui, comme plein d'autres. Moi, je suis fan absolu de tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais de beaucoup d'humoristes. Parce que là, aujourd'hui, tu es archi reconnu, connu. Petit aparté, on te voit pas trop quand même. Non. On te voit pas trop. Donc, j'ai énormément de chance que tu sois là. Parce qu'on te voit pas trop. Après, on discutera de est-ce que c'est voulu ou pas et pourquoi et s'il faut. Si on revient à l'époque de Jamel, parce que là, tu passes quand même d'une vie dans le médical avec tout ce que nous a de l'humour, TC des vannes, l'écriture et une rencontre avec Jamel. Genre, comment t'arrives de ça à rencontrer Jamel? En fait, à l'époque, quand le Jamel Comedy Club, en fait, il y a deux passages. C'est que quand je m'enferme dans ce théâtre-là, c'est ma meilleure formation. Donc je remplis, je sais plus, on faisait au chapeau ou je sais plus comme ça. Et puis ça, le petit théâtre se remplit. Et j'ai la chance de pouvoir jouer, je crois, le vendredi, samedi. Et donc je prolonge à chaque fois. Et donc, il y a un bouche à oreille qui se fait parce que les gens, au début, mes potes, ils se foutent de ma gueule, ils disent, ouais, du machin et tout. Et puis, moi, je sais que je joue ma vie, quoi. J'ai tout arrêté. Donc, je sais pas si je suis bon, mais en tout cas, je sais que j'ai bossé, que tu vois, j'ai mis du cœur, quoi. Et même mon père était venu, tu vois, il était un peu caché et j'avais réussi à le voir. Parce que au moment où j'ai vu mon père, j'ai vu son pote rire
J'ai vu son pote en train de faire ça et se plier avec les gens. J'arrive à entrevoir. Je dis, oh, il rigole. Et je vois mon père à côté qui regarde. Je dis, putain, il rigole. Et mon père, il se met à rire. J'ai dit, ça y est, c'est bon. Là, ouais. Je me rappelle prendre mon père dans les bras au milieu des gens. C'est comme s'il m'avait donné le passeport pour me dire, OK, tu peux le faire. Mais vraiment, quoi. Mais vraiment, tu vois. Donc, tu vois, ça revient toujours au père. Et puis, moi, je me fais tout de suite remarquer. C'est que comme j'avais écrit, j'avais travaillé, j'avais des bons passages, on va dire, tu vois. Et à l'époque, il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des comedy clubs partout. Partout. Le mec, il peut jouer 4 fois, 5 fois dans la même soirée. Nous, si on arrivait à jouer une fois dans la semaine, on était heureux. Il fallait lever la main, il fallait un peu batailler contre les autres. Il y avait beaucoup de monde. Hein. Il faut imaginer qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, il fallait que nous, on avait 5 minutes pour prouver qu'on était les meilleurs. 5 minutes pour prendre la place de celui qui allait arriver après toi. 5 minutes pour que tu vois les arins et pour le mec dire bon bah lui on va le prendre la semaine prochaine. Tu vois ou tiens il y a un mec d'un festival qui va venir, tu vas aller jouer. Tu vois c'était quelque chose quoi. Hein. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, je dirais pas que si c'est facile. C'est facile parce que t'as beaucoup plus de comédie club. Ouais, il y a plus d'endroits. Donc tu peux y aller dire ouais je fais du stand-up. Ouais vas-y monte sur scène, prends un micro, tu vois. Alors que nous ça n'existait pas comme ça quoi. Il fallait que tu sois validé par un tel et machin et tu galérais et machin. C'était pas facile quoi. Et donc moi, je suis arrivé, j'ai compris que j'ai 5 minutes. Il faut qu'en 5 minutes, on disait il faut un rire toutes les 10 secondes ou toutes les 5 secondes. Donc, nous, on tabassait, en fait. C'est un rythme. Hein. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, le mec, il pose. Et des fois, je les envie. Je dis, ouais, parce que hier, j'ai pris le métro et que... il pose d'un contexte. Il pose super long, quoi. Nous, il y a 15 ans, tu faisais ça, mais t'étais mort. Donc, nous, on était obligés de tabasser. On était obligés, je me rappelle, il y avait Thomas, il y avait Fabrice, il y avait... Tu vois, on savait, on se regardait. Moi, je disais, je respectais tout le monde, mais une fois que je suis sur scène, c'est le sang. Hein. C'est assez gladiator. Hein. C'est parce que c'était une question de survie. Hein. C'est pas contre les autres, c'est ta survie à toi. Est-ce que tu vas pouvoir jouer? Est-ce que tu vas pouvoir gagner un peu d'argent? Quand on te donnait 20 euros, t'étais le roi du monde. On était comme des fous. Et quand on nous donnait à manger ou à boire, on était comme des... J'en parlais avec Fabrice, je dis, putain, il y a à boire dans le truc. Je dis, c'est pas vrai. On y allait juste pour boire. Il dit, tu joues ça? Non, non. C'est gratuit. Donc, tu vois, c'était incroyable. Et donc ça, ce qui veut dire que tu étais obligé de performer. On était dans une truc de performer. Et quand Jamel, il arrive, il ouvre la boîte, quoi. D'un coup, tu vois, moi, c'est juste pour rire qu'il veut me signer. Et ce qui est complètement dingue à l'époque. Ah ouais, non, mais c'était la Ligue des Champions. Hein, c'était le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, quoi. Et moi, je reçois un mail qui dit, ouais, le comic strip, machin, à l'époque, et je vois une affiche, je vois des blagues, des Chinois, des mecs qui me ressemblent. Et je dis, putain, mais c'est là que je vais aller, quoi. Et je leur montre, je leur dis, ouais, regardez ce qu'on vient de m'envoyer, on m'a demandé de venir et tout. Le mec dit, mais non, tu vois, ils me disent, non, c'est pas ça, toi, tu vas faire ça, tu vas être dans un théâtre et tout. Et je dis, moi, j'ai toujours suivi mon instinct, quoi. Et il me dit, tu signes pas? Je dis, non, je signe pas. Et vraiment, ils m'ont pris pour un extraterrestre. Ils m'ont dit, mais il est complètement fou, ce mec-là, il est fou. Et j'ai pas signé. Et c'est à ce moment-là, alors j'ai rien contre Juste pour rire, je remercie les gens qui ont cru en moi et qui m'ont fait confiance. Mais j'ai compris que ce jour-là, que j'avais besoin de personne, j'avais besoin que de moi, et de travailler, et suivre mon instinct, et que j'avais pas besoin d'être tout le temps dans la lumière. À partir du moment où tu es bon sur scène, ça se sait, et ça se propage. Et donc, ça a été une leçon. Même Jamel me le disait, Jamel a voulu, premier artiste qu'il a voulu signer, il me le rappelle, il me dit, c'est toi le premier artiste que j'ai voulu signer. Je dis, ouais, je sais. Je dis, pourquoi t'as refusé? Je dis, parce que j'ai donné ma parole à d'autres gens. Je dis, mais on s'en fout de la parole dans ce milieu-là. Je dis, mais moi, ça compte. Mon père, il m'a appris c'est quoi le sens de la parole et machin. Et je dis pas, je dis peut-être qu'il avait peut-être raison, Jamel à cette époque-là, j'aurais dû signer, peut-être j'aurais fait une plus grande carrière. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pose-toi la question pourquoi tu fais ce métier-là. Et moi, j'avais déjà répondu à cette question. Je veux rendre fier mon père, je veux les mêmes valeurs que lui. Je suis pas un mec parfait, mais en tout cas, ce qui m'a appris, ce qui m'a donné, voilà, c'est le bagage pour ma vie. J'ai besoin de me sentir bien avec ça. Mon père, il me dit, tu meurs uniquement avec ton honneur. Est-ce que tu as fait? Donc voilà, et c'est ce qui fait que j'ai jamais cherché plus la lumière que les autres. Jamel me disait aussi à l'époque, mets ta tête, rends ta tête, mets le pied, putain. Je disais, je peux pas, j'y arrive pas, c'est pas mon truc. Parfois, j'ai des points de regret, parfois, mais elle dure pas longtemps. Elle dure vraiment pas longtemps. Donc là, tu le rencontres en allant un peu toquer à sa porte quand même. Non, c'est lui qui vient. C'est lui qui vient. C'est lui qui vient. C'est lui qui vient vers moi. Parce que moi, je fais le festival au Québec. Je fais Juste pour rire au Québec, qui était un truc incroyable, quoi. Donc là, lui, il te voit là-bas. Il entend parler de moi. Ok, d'accord. Il envoie des gens. Des gens me disent, Jamel veut te voir. Jamel, il a juste entendu parler de moi. Il me dit, il voudrait que tu fasses sa première partie. Et puis là, c'était Jamel à son prime.
On se rend pas compte, hein. Je crois que c'était... Bah, c'était quasi. Il y avait avait que lui lui. et les autres. Non, Ouais, ouais. il y avait Lui et et les le autres. reste du monde. Ouais. Le reste du monde. Mais c'était magique, hein. Puis c'est quelqu'un de très généreux, Jamel, hein, dans ce qu'il est. Et, euh, et il me dit, viens. Et il me dit, fais ma première partie. Bon, j'étais encore tendre, hein. Mais première partie, c'était dur, les premières parties de Jamel, parce que les gens attendaient que Ouais, il Jamel. veut que le Jamel. S'en foutaient. J'ai vu des premières parties, c'est douloureux, ce que on a fait faire l'autre fois avec Bénédicte des premières parties. Et les mecs sortent, tu vois, comme ça, je dis, putain, les machins. Je dis, faut te battre une première partie. Ouais. Première partie, les gens, ils sont pas là pour te... Ils sont pas venus pour toi. Et toi, tu dois t'imposer. Et c'est compliqué de s'imposer dans une soirée quand t'es pas invité. Donc, il faut que t'en fasses plus que les autres. Ouais. Et je lui dis, mais c'est l'école, quoi. Mais c'est l'école. Je dis, c'est la meilleure école. Je suis passé par là, quoi. On est tous passés par là. Je veux dire, les plus grands, ils sont passés par là et c'est comme ça. Et moi, je fais sa première partie. Je sais plus, en banlieue, quoi. Une grosse salle. Putain, j'étais impressionné. Et j'entends le public rire et j'entends des mecs rire derrière moi, quoi. Ouais. Mais vraiment rire, taper comme ça. Et je me rends compte que c'est Jamel qui est en train de rire. Et là, je te jure, c'est comme... ouah, j'étais encore plus heureux d'entendre les rires de Jamel que le rire du public. C'est que d'un coup, il m'avait presque validé, quoi. Ah, je suis validé, tu vois, on recherchait ça, tu vois. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait MySpace, t'imagines. J'ai pas trop connu, j'ai pas eu Moi, trop j'ai connu MySpace, mon pote. Un truc. Et puis, non, mais voilà, tu vois, mais c'était une autre époque. Au jour d'aujourd'hui, il faut s'adapter, quoi. Je dis à chaque fois, adaptez-vous. Moi, je m'adapte à la nouvelle époque. Et ben, on fait des vidéos, on est un peu plus présent, on fait des podcasts, on va dans les endroits. Au jour d'aujourd'hui, en plus, on a la chance, les humoristes, de choisir là où on va se faire interviewer. Avant, si t'avais pas RTL, t'avais pas X, t'avais pas de truc. Rire et chanson. Ouais, tu vois ce que je veux te dire. Mais j'ai rien contre ces gens-là, hein. J'ai rien. Mais pour y rentrer, c'était pas facile. Ouais. Il fallait voir ses connexions et ses machins. Alors qu'aujourd'hui, vous allez prendre au mérite parce que vous kiffez et parce que vous aimez son univers. Exactement. Et que vous ne posez pas, c'était l'attaché de presse de machin que je connais, truc. Non, tu prends parce que je le sens, j'ai envie de l'interviewer. Mais c'est magique. Moi, je dis, c'est presque l'âge d'or, moi, de l'humour, de tout. Ouais. Ces artistes, c'est une forme d'âge d'or. Après, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de monde. Ouais. Donc, il faut se battre comme dans tout. Enfin, se battre même avec soi-même, pas avec les autres. Parce qu'il faut déjà exister et après exister parmi les meilleurs. Ouais. Et après, non, mais c'est toujours de continuer à exister, en fait. Ouais. D'être en haut, tu seras en haut, tu seras en bas, mais c'est de continuer d'exister. Et on revient toujours à la base, le travail. Ouais. Tu travailles, si tu bosses, tu vois, t'as pas peur de réchigner, de remettre à chaque fois ta ceinture en jeu, comme je dis. Hein. Ouais. Tu vois, la veille, on te fait une standing ovation, et ben le lendemain, il faut qu'on t'en fasse une autre standing ovation. C'est pour ça que c'est un métier schizophrénique, hein. C'est pour ça que c'est pas un métier facile mentalement et qu'il faut faut être solide dans sa tête pour pas finir en dépression ou pas bien. Moi, j'ai jamais fait ça parce que à chaque fois, je dis non, amuse-toi, quoi. À chaque fois, je dis le premier qui doit rire, c'est moi. Je me dis toujours, le premier qui doit rire, c'est moi. Faut que moi, je me marre. Je suis en train de penser, est-ce que ça a été vite entre le moment où ça a fait de ça jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même, en tout cas, moi, c'est là où je t'ai découvert avec le sketch de Loulou Couder. C'est là, est-ce que entre ça, alors je t'ai découvert, c'est là où, en tout cas, il y a une méditation, il y a une méditation, oh là là, ça va bien se passer. Là où, où on t'a mis bien en avant, pour le coup. Donc, est-ce qu'entre le théâtre et ça, il y a combien de temps? Non, il y a 3 ans, parce que après... Ça va vite, non? Non, ça va, ouais. Alors, c'est dans un monde actuel, peut-être que c'est... À l'époque, je me rappelle d'une phrase d'un mec quand j'étais au Québec et je cartonne. Et après, il me dit, tu vas faire le gros gala. Et tous les Français qui étaient avec moi, ils disent, tu vas faire le gala. Et moi, je dis, ouais, je vais faire le gala. Je pensais que toi, c'était ça. Je dis, non, il n'y a personne qui le fait. Bon, je me suis planté, hein, attention, hein, j'étais trop. Mais je l'ai fait. Et il y a ce type qui me dit, toi, dans 5-6 ans, tu seras une méga star. Je dis 5-6 ans, j'ai ta grand-mère, j'ai pas de quoi bouffer, j'ai pas de ticket restaurant, c'est ma tante. Mais il avait raison, en fait. Ouais. Il avait totalement raison. C'est qu'il arrivait à voir la progression, il arrivait à voir ce que je pouvais encore bonifier, parce qu'à l'époque, comme je te dis, il n'y avait pas autant de salles et c'était compliqué. Il fallait avoir une prod à l'époque. Ouais. T'as une prod, tu peux jouer parce qu'ils vont investir de l'argent sur toi pour te mettre dans une salle, te faire connaître, d'abord des médias et des journalistes et pour que le public ensuite vienne te voir. Tu vois, c'était un autre process. Au jour d'aujourd'hui, tu mets une vidéo sur Insta et machin, et boum, tu peux prendre un théâtre et voilà, tu t'es fait connaître après. C'est de durer, de rester. Mais c'était comme ça, le process. Donc, c'était compliqué. Et quand j'ai refusé Jamel, j'ai dit non, Jamel, j'ai donné ma parole à ces gens-là, je vais aller avec eux. Je savais que j'allais dans une petite épicerie. Jamel,
C'était C'est la grosse machine. le centre, c'était les 4 temps. Et mais moi, j'étais bien dans mon petit épicerie parce que j'étais avec des gens sincères, avec des gens avec qui j'aimais, qui, tu vois, moi, j'ai toujours l'aspect humain qui a toujours prédominé. Donc après le fil de ma vie, c'est que je rencontre un mec qui me fait jouer en Afrique et au Maghreb. Et c'est là, pour moi, dans ma carrière, c'est là que j'ai compris ce que j'aimais faire. Comment j'aimais le faire, je parle de sur scène. Et c'est là, ça a été un vrai révélateur. Parce que je suis arrivé face à un public qui aimait rire et qui était en demande. Et qui se marre sans se poser des questions. Ouais, bah, j'ai déjà vu celle-là, facile, tu vois. Non, un vrai public est comme un enfant, quoi. Et tu leur donnes et ils te renvoient. Et tu dis, wow, c'est ça mon métier. C'est ça que je kiffe. Donc, je vais écrire en fonction de ça. Et ça a été pour moi, c'est mes plus belles années, quelque part. De création, de machin, de découverte. Et tu arrives avec plein d'a priori avec ces pays-là. Tu dis, ah, ben non, mais ils m'ont mis une claque. Et moi, je prenais la tête à Jamel. Je dis, Jamel, va jouer en Afrique. Va jouer en Afrique. Va jouer en Afrique, tu vas voir. Il me dit, ouais. Je dis, non, va jouer en Afrique. Tu vas voir, c'est un truc de fou. Et quand il est revenu, je le revois. C'est pas, il marchait, il flottait dans l'air. Il me dit, putain, j'ai été joué en Afrique. C'est un truc de fou, mon frère. C'était dingue et tout. Et je le vois, l'enfant qui revient, le plaisir qu'on a et tout. Je dis, ouais, c'est magique. Et à ce moment-là, Jamel me dit, reviens au Comedy Club, reviens chez moi. Reviens dans la famille. Je dis, alors, Jamel, si je reviens, il faut que j'éclate tout. Mais vraiment, tu vois, je me dis, il faut que j'éclate tout. Il faut que je revienne avec un truc fort. Et je reviens avec l'hélicoptère. Donc, tu vois, à chaque fois, okay. C'est pour ça que j'ai jamais été inquiet. J'ai eu des moments de stress comme tout le monde. J'ai jamais été inquiet. Je me suis dit, les choses, elles se font. Elles vont se faire naturellement. Et la vie est faite de rencontres, quoi. Tu vois, et j'ai toujours dit... À ce moment-là, si je te coupe, à ce moment-là, là, il y a, là, c'est consécration, là. Genre, c'est, là, parce que là, à ce moment-là, tout le monde connaît déjà partout. Non, partout. Mais tu vois, ça me dépasse, hein. Je te jure, je suis au Brésil, les mecs m'arrêtent au Brésil, à Rio de Janeiro. T'es à Copacabana, tu dis, mais qu'est-ce qui est quoi? Tu dis, les photos, machin, tu vois. Mon pote, il me regarde, mais c'est quoi ce bordel? Mais tu vois, je prends conscience de l'événement, du truc, de la vague qui est arrivée. Et puis à l'époque, le Marrakech du Rire, c'était quelque chose, quoi. Hein. C'était un événement incroyable. Plus maintenant. Pardon, si je vais me t'avorter, plus maintenant, le Marrakech du Rire, c'est moins... Si, mais à l'époque, c'était la plus grosse émission, quoi. Tu vois, enfin, je voudrais pas dire que les autres sont moins bien, mais là, à l'époque, c'était oui, il y avait celui qui avait le plus de visibilité. Ouais, il y avait un truc. Okay. Et puis moi, j'avais fait les premiers Marrakech du Rire. Il faut savoir que le premier Marrakech du Rire, il se fait pas au Palais Badi, il se fait au Palais des Congrès. On fait un petit truc avec le Jamel. Moi, je l'ai vu grandir, moi, ce festival. Hein. Moi, j'étais là du début jusqu'à la fin. Et même Jamel, à la fin, il me dit, il faut que tu viennes avec nous parce que je l'ai vu grandir et même des fois j'y allais et que je jouais pas, quoi. Ouais. Mais parce que je l'ai vu grandir et puis moi j'ai toujours été comme un enfant, je regardais des trucs, j'étais admiratif de tout le monde, moi. Donc j'étais jamais jaloux, aigri, je m'en foutais de ça. Je peux être aigri quand j'étais pas sur scène et que je voulais aussi reprendre, tu vois, parce que nous on est là, on est piqué à ça, hein, au rire des gens, c'est ça qui nous fait kiffer. On rentre, on est heureux, on les a fait rire. Tu vois, tu donnes du bonheur, quoi. À chaque fois, tu donnes du bonheur et du rire. Et donc voilà, je l'ai vu grandir. Et puis quand je suis arrivé, ouais, la vague de l'hélicoptère, c'est... C'est pas que j'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris, mais ouais, c'était... Même encore au jour d'aujourd'hui, hein, les mecs, ils savent pas me dire, l'hélicoptère. Franchement, alors, on était entre... je disais, Jal, ils font Jal, je fais l'hélicoptère. Boum, tout le monde, genre, a fait, ok, d'accord. Ouais. Petite question, là, est-ce que tu penses que tu vas avoir un succès aussi grand, l'hélicoptère? En tout cas, est-ce que tu penses que tu en auras un autre? Je me suis jamais posé la question comme ça. Je me suis toujours dit l'hélicoptère était une locomotive. Ouais. Ou en déclencheur, peut-être. En déclencheur, ouais. Et à chaque fois, il m'a obligé d'avoir des choses aussi fortes. Ok. Il m'a toujours obligé d'avoir aussi fort. De maintenir au minimum le niveau, quoi. Ouais, t'es obligé. Okay. Parce que c'est ce que je te disais. Je te disais que je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, alors je sais pas, j'ai du mal à analyser, peut-être parce que je fais plus trop les scènes ouvertes. Je sais pas comment sont les rires, tu vois. Avant, on analysait comme ça, nous, les rires. Tu vois, moi, je me rappelle d'un mec qui comptait les rires. Je te jure, hein, parce que ce que je disais, c'était la guerre. Tu vois, je te dis gladiateur, on arrivait dans l'arène. Il fallait que tu fasses rire les gens pour que tu puisses revenir jouer. Je te promets, on allait au field, on levait la main, mais on savait qui allait déjà être pris, parce qu'on savait qu'il était déjà passé, qu'il avait cartonné, que tu vois. Bien sûr, ils prenaient aussi au hasard des gens, je veux pas dire, parce que moi je les remercie beaucoup, hein, ces gens-là. Mais on savait que pour que tu repasses,
quand t'allais chez Monica, il fallait faire rire les gens, quoi. Parce que sinon, les gens, eh ben, ils décrochent, la soirée est pas bonne, et ils reviennent pas le mercredi d'après, donc ils consomment pas. Ouais. Donc s'ils rigolent, eh ben, ils consomment, on met le Ouais. chauffage un peu plus fort, ils reconsomment C'est encore vrai qu'il fait plus. chaud. Et donc, tu vois, c'était notre époque, donc on savait que c'est au rire, quoi. Donc le helicoptère, je savais qu'il fallait que ça a un rythme. Et tu le vois, hein, quand tu vois les saisons, les premières saisons du Jamel et les saisons d'aujourd'hui, je dis, ah ouais, c'est plus le même rythme. Parce que les gens, ils ont peut-être plus le temps, ils ont plus le temps de se poser, Bah, peut-être que ça allait de plus en plus vite et qu'en fait, finalement, là, la tendance peut-être à ralentir. Sûrement, Ouais, sûrement, peut-être. sûrement. Ouais, Ouais. ouais, c'est comme la musique, hein. Tu Ouais. sais, moi, je dis pas qu'avant c'était mieux ou quoi. Je Ouais, dis, ouais. t'as parlé tout à l'heure d'adaptabilité. Bah, faut s'adapter, quoi. Mm. C'est tout. Mais donc, donc la question, je sais que. Est-ce que tu penses que tu vas. Est-ce que c'est. Alors, est-ce que tu penses, est-ce que tu veux. Peut-être, mais est-ce que tu penses que tu peux réussir à faire un truc aussi grand que le Lookupter et avoir un Ouais, truc. Ouais. toujours, toujours, toujours. Bah, j'ai un sketch final qui est. Même moi, tu vois, je suis étonné. J'ai fait Yassir, le sourd et muet, j'ai fait Lassana, j'ai fait. Ouais. En plus, après le Covid, ça a été très, très compliqué. Pourquoi? Mais Pour quelle raison? non, parce que quand on a fait la captation du spectacle, hein, ça, c'est un moment douloureux. Tu vois, juste après le Covid, tu finis Covid, les successions de confinements, déconfinements Ouais. ont été très compliquées, surtout pour nous dans nos milieux. Et tu fais une captation parce qui est déjà signée et tu n'as même pas rejoué ton spectacle. Ah, Je l'ai ok. joué une fois. Et je le vois, c'est douloureux pour moi, mais c'est d'une douleur incroyable. Je speed, je cherche, mais ça va, le spectacle, Ouais. il tient ce qu'il faut, mais c'est douloureux pour toi parce que tu l'as tourné pendant tellement longtemps, t'as pris tellement de kiff. Et bien après le Covid, bon, bah voilà, c'est la vie, et Ouais. puis voilà, hein, il y a des choses bien plus graves. Mais en tout cas, voilà, parce que c'est ton bébé, quoi. Ouais. Mais je savais que les mecs, ils me disaient, waouh, putain, t'as ramené de l'émotion, plus du rire. Donc c'est très compliqué, mais à chaque fois, je me challenge. À chaque fois, je me dis, bon, trouve plus fort. De toute façon, j'ai toujours cette école-là du rire toutes les 5-10 secondes. Tu vois, Ouais. on en parlait, tu vois, 5-10 secondes. C'était notre truc. Alors peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, je le vois là, et ça, je le vois beaucoup parce que je réfléchissais à ça, je crois, il y a quelques jours. Je le vois quand je regarde sur les vidéos sur Insta. Les mecs, ils posent, donc très posé. Donc le mec qui regarde, il a le temps de rire tranquillement. Il n'y a pas un rythme effréné où nous, on est obligé de mettre du rythme et à une énergie. Moi, je suis une boule d'énergie, comme Jamel Hmm. l'était, comme plein d'autres l'étaient quand tu regardes les premières saisons. Et donc, moi, c'est beaucoup plus difficile à faire passer sur un Insta. Donc, j'ai compris que parfois, il faut que je pose pour que le mec qui regarde sur son écran, il ait le temps de rire, de Ok. comprendre ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. pour ça que je trouve que les mecs qui sont posés sur un truc, c'est pas un reproche, Ouais. hein. C'est la nouvelle mode, quoi. C'est la nouvelle tendance Oui, actuelle, oui, quoi. Ouais. visuellement, Ouais. c'est mieux pour les Ouais. réseaux. Ouais. Pour les réseaux, c'est mieux. Il bouge pas. Je suis fixe, je suis avec lui, je peux l'écouter, je suis pas parasité par d'autres choses, par ses mouvements de bras et tout. Et ça, c'est hyper important. Donc c'est la tendance. Et peut-être qu'il va falloir que je suis cette tendance, j'en sais rien. Mais il va falloir que je m'amuse, il va falloir que je sois toujours à me dire, bon, faut être efficace parce que les gens, ils ont payé pour que tu les fasses rire. Donc voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a t'es en décalage avec l'humour aujourd'hui ou pas? Non, non, Ouais. non, tu peux pas en décalage. Ouais. Il n'y a aucun décalage. Pour moi, c'est des sujets que tu choisis. Moi, je dis, moi, je continue à parler du vivre ensemble. Tu vois, j'étais joué au fin fond de la France, je continue à parler du vivre ensemble. Je continue à parler des blagues, des Chinois, des mecs comme moi, des musulmans, des Juifs, de tout le monde. Mais toujours avec, je dis, c'est un spectacle sur le vivre ensemble et le rire ensemble. D'accord? Moi, j'ai appris, mes parents m'ont inculqué ça. J'ai vécu dans un quartier comme ça. Je ne dis pas que tout est facile, mais moi, je ne me couperai pas de ces gens-là. Et je ne me couperai pas de rire sur eux et avec eux, mais pas contre eux. Je ne me couperai pas de ça. Ouais. Parce que c'est hyper important pour moi. L'humour, moi, j'ai toujours dit, dans ces quartiers, les gens venaient d'horizons différents, de pays différents. Et le seul truc qui nous rassemblait, c'était l'humour. Dès qu'on se mettait à se vanner, à se rire sur nos différences, tu vois, eh ben ça liait, quoi. Ça liait. Donc Ça lie tout de suite. donc tu ferais pas une Kylian Mbappé en disant l'humour il a changé. L'humour l'a changé. Non, 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 l'humour il a Ne pas. parlez pas d'âge. Ne parle pas d'âge. L'humour il a changé. Ah. Et non. Non, je pense que je, oh, ah, c'est la,
Je pense que le monde a changé, le regard sur le monde a changé. Des fois, on se posait la question, on disait, est-ce que la première saison du Jamel Comedy Club pourrait passer aujourd'hui? Je Hmm. crois pas. Bah, je pense que c'est comme les humoristes, il y a les Coluche et des Ouais, proches, trucs comme mais ça, moi, des je parle proches. de ma génération. Elle est pas si Elle est lointaine pas que si ça. lointaine que Elle est ça. pas si lointaine que Mais les ça. mœurs ont tellement, ça a tellement été vite là ces dernières années. J'ai l'impression que ça a été boum boum, on Ah, a. ouais, mais parce que tout le monde veut du changement vite. Ouais, Alors que le changement, il se fait progressivement, doucement, pour qu'on l'a. ouais, Et au jour d'aujourd'hui, et j'ai remarqué, et c'est une remarque, c'est que chaque communauté défend sa communauté. ouais. C'est plus avant, on était tous réunis, on était soudés sous le même drapeau, sous le même ville ou machin. Maintenant, Ouais. c'est chaque communauté. Et quand je parle de communauté, c'est pas obligatoirement une Hmm. communauté religieuse ou nationale ou d'un Ouais. pays ou ethnique. C'est une Une communauté, communauté d'un quartier, les trentenaires, les trentenaires, quarantenaires, les joueurs quarantenaires, de domino, les. pff, Ouais, les ouais, écolos, ce que tu ouais. veux. Donc tu n'as plus le droit de toucher à tel sujet parce que ou t'en fais pas partie ou machin. Mais L'humour, tu penses que. Alors je vais utiliser c'est cloisonné, truc, quoi, tu vois. peut-être un peu putaclic, mais l'humour est en danger, tu crois? Non, je crois pas. Je crois pas. C'est la démocratie qui est en danger. Ouais, C'est un tout. ouais. On le voit. Les extrêmes ont pris le pas. Tu vois les extrêmes qui prennent le pas partout. Et c'est choquant. Tu vois Donald Trump qui a été élu. Mais même nous, on se dit, mais non, mais on le voit, quoi. Les Américains ne le voient pas, quoi. C'est un mec profondément débile, raciste, l'idiocratie, j'ai lu. Ouais, C'est l'idiocratie qui ouais, l'a remporté. Mais tu vois, il y a pas d'autre terme. Même moi, tu vois, je cherche des trucs pour ouais. dire. Mais on le voit en France. Les extrêmes qui prennent le pas. Hmm. Pourquoi? Parce qu'on les a laissés s'exprimer. Et on a eu les extrémistes religieux. Mais la grande majorité des gens ne sont pas extrémistes. La grande majorité des Français ne sont pas extrémistes. C'est qu'on leur laisse la place. Hmm. C'est qu'on les laisse parler. C'est qu'ils ont compris que, comment faire peur aux gens et comment les diviser les gens. Et moi, j'ai toujours vu l'humour comme réunir les gens. Ouais. Moi, je me sers de ce biais-là. Je fais pas de politique. Je fais que de la politique humaine. Ce que m'a donné mon père, je la remets sur scène. Et les gens me le disent. Hein. Ils me le disent. Je dis, est-ce qu'il y a des racistes ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont voté Bardella? Hmm. Tu vois, et je le vois, les gens hésitent. Je dis, moi, j'ai rien contre ça. C'est le suffrage universel. Vous avez le droit. Vous êtes en colère contre quelque chose. Et je leur dis, mais votre colère, vous pouvez pas la mettre sur les autres. La colère, tu vois, faut qu'on la combatte. C'est quoi qui, tu vois, d'où elle vient cette colère? C'est de la comprendre. Avant, moi, il y avait la marche antiraciste. Tu vois, c'était tout le monde Ouais. réuni. Aujourd'hui, bah, c'est telle communauté religieuse ou telle communauté qui défile. On défile plus ensemble. Waouh, tu vois, la France est fractionnée, quoi. Donc, donc nous, on a la chance de pouvoir jouer sur scène. Finalement, l'humour est pas danger. L'humour, c'est peut-être le remède. Un Et des remèdes, en ouais, tout c'est cas. un des remèdes, Ouais. je pense. Je pense que c'est un des remèdes. Après, après moi, j'essaie d'avoir c'est pas une politique, mais une vision humaniste, peut-être. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça. Et je le ressens, tu vois. Honnêtement, moi, c'est mon ressenti quand je vois mon public. Et moi, j'ai cette chance, c'est que je peux jouer partout. Mais vraiment partout. Au fin fond de la France, comme dans les grandes villes, comme dans les petites villes. Je peux jouer dans la campagne la plus perdue. Et ça, tout le monde est témoin, ils ont qu'à voir son truc. C'est parce que j'ai compris qu'il fallait s'adapter. Quand tu t'adaptes, tu tiens toujours le même discours, tu t'adaptes. Et moi, j'ai compris. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de, tu vois, de se dire, ok, il rigole pas comme ça. Ok, je vais le ramener. Mais putain, mais il faut que je parle quand même de ce que je suis et Ouais. de ce que j'ai vécu. Il faut que je arrive à leur rentrer dedans pour qu'ils le comprennent. Donc ça, c'est un gros travail. Je te dis, c'est l'Afrique. Quand j'ai été en Afrique et que je suis revenu, j'ai compris qu'il fallait s'adapter. Parce que c'était pas le même public, ils n'avaient pas les mêmes références. Pour moi, ça a été un vrai déclic. Ça, tu vois, le game changer, là, Ouais. tu vois, c'est à ce moment-là où ça bascule. Mais vraiment, tu vois, je vois le basculement. Je parle de ma carrière et moi en tant qu'artiste. Où je comprends, je dis, OK, j'ai des limites, j'ai un plafond de verre. C'est sûr. Mais par contre, en dessous, entre le plafond et le sol, Il y a de la marge. il y a Ouais. beaucoup de marge. Ouais. À moi d'aller chercher. Moi, j'ai pas fait de hautes études. Mm. J'ai plein de. Mon vocabulaire, il est ce qu'il est. Parce que bah, je l'ai appris comme ça. Je l'ai appris par mes connaissances, par ma vie. Mais en tout cas, elle est extraordinaire parce qu'elle est riche de beaucoup de choses. Elle est moins riche que certaines personnes, mais en tout cas, elle est riche de
plein d'autres personnes. Donc voilà, quoi, tu vois, il faut savoir jouer aussi avec ses défauts et ses qualités, quoi. T'as l'humour sur scène, mais t'as aussi l'humour au cinéma. Parce que là, il y a. Ouais, C'est un. Tout le monde n'arrive pas à faire passer de l'humour ah, c'est autre sur chose. scène à Ah. l'humour en cinéma. Genre, comment ça se passe ça? Ouais, c'est un autre process, hein. C'est quand le cinéma, t'es- tu pars d'une idée, et puis il y a tellement de monde qui rentre dedans, quoi. Toi, quand tu montes sur scène, il n'y a personne qui monte. C'est toi, t'es ton propre maître. Et voilà. Et des fois tu gères ce moment-là, c'est 1 heure et demie comme tu en as envie. Et c'est toi le seul metteur en scène de tout ça, de ce que tu as envie de donner, de ce que tu as envie de faire. Là, le cinéma, c'est une belle aventure. C'est un truc que j'adore. J'adore la création. Ce que j'aime le plus, moi, dans le cinéma, c'est la création. Tu vois, là, on m'a demandé d'écrire un truc. Je suis comme un fou, tu vois, parce que c'est la création. Je domine tout. C'est mon bac à sable. C'est moi qui mets là. Je fais ce que je veux. Je jette mon truc. C'est top. Mais après, il y a d'autres gens qui rentrent, qui te disent non. Et c'est pas douloureux. Il faut apprendre à travailler, justement, en groupe, parce que bah, tout le monde a son avis. Alors, j'adore le cinéma. J'adore me retrouver avec les gars, discuter avec les gars, jouer les scènes. Mais est-ce que j'aime plus le cinéma que la scène? Jamais de la vie, je préfère la scène. Ah ouais? Sans comme une mesure. J'allais te poser la question, tu l'as Sans anticipé. Je pense que comme tu une t'es dit, mesure. bah, la poser, c'est sûr. Je l'ai vu dans ton œil. Bah oui, Je l'ai j'ai dans vu que ton t'avais œil. vu. Ah. Donc je me suis dit, j'allais te poser la question, est-ce que le cinéma, c'est la, Non, c'est la suite j'aime ça, logique? j'aime ça, mais c'est comme une mesure avec la scène. La scène, c'est incroyable. On est piqué au rire. Quand un mec, je le vois, qu'il a plus de succès ou j'ai de la peine pour lui parce que je sais ce qu'il a perdu. Ouais. C'est pas la notoriété, c'est pas l'argent. Il a Ouais. peut-être plus d'argent, machin, on s'en fout de ça. Et il a perdu ce rapport avec le public. Parce que le public, il lui fait du bien. Tu te sens important, tu te sens aimé. C'est toujours le même truc, hein. Tu vois, je fais toujours le parallèle. Je dis, tu sais, quand tu offres un cadeau à un enfant, tu sais, c'est quoi le meilleur moment? C'est pas quand tu as mis le cadeau à l'intérieur, Non, c'est c'est quand quand tu lui donnes et que tu vois et dans quand son il regard. commence à Ah oui, il déchirer dans sa déchire, mais il te regarde. Ah ouais, Parce que là. là, Ouais. moi, un jour, j'ai connu quelqu'un qui a pris le cadeau et qui l'a donné à la place. Je peux te dire qu'il avait la haine, mais la haine. C'est pas parce qu'il y avait à l'intérieur. Il dit, c'est toi qui as profité de ce moment-là, ce regard-là. Parce qu'à ce moment-là, il y a que toi qui Ah existe. ouais. Et que toi, tu vois, il te regarde. C'était un super-héros, t'es un Marvel, tu vois, tu viens le sauver. Et donc c'est ce moment-là. On a ça, nous, sur scène. On a ce regard-là pendant 1 heure et demie quand t'es bon. Les gens te regardent comme ça, et tu le vois, tu dis, oh ouais. Donc tu vois, c'est pour ça que tu vas avoir le mollo, hein, mais faut vite redescendre. Mais tu dis les gens, et puis ils te reviennent, ils te regardent, dire, oh merci, moi, il fait du bien. C'est comme hier, une nana qui pleure, et qui dit, merci, je viens de perdre machin, vous avez parlé de ça m'a fait tellement de bien, je voulais pas le Ouais. dire. Tu dis, wow, et là d'un coup, oh, tu te sens utile, quoi. Dans la vie, on a envie de se sentir utile. Je t'ai parlé tout à l'heure de mon père, quand il prend sa retraite, il se sent inutile, donc il est en train de dépérir. Et ben moi, je me sens utile. Donc je me sens utile et aimé. Dans la vie, il n'y a pas mieux, hein. Je te le dis, hein. Pourquoi ils veulent le pouvoir, les gens, c'est parce que ils veulent être aimés. Bon, Ils savent pas faire rire. Ils savent pas. Ils ont de meilleures armes. Moi, j'ai une question, parce que le temps avance. Putain, je pense qu'on aurait dû garder encore un rap de plus pour en avoir un peu plus encore. Mais malheureusement, ça avance. T'as été beaucoup vu dans des films, dans plein de choses. T'as fait des trucs hyper cool. Je pense qu'il y a un super amour autour de toi. Genre, tous les gens, quand je citais ton nom à droite à gauche, quand je disais qu'on allait t'avoir comme invité, il y a, bam, smile. Je crois qu'il y a beaucoup d'amour, mais on te voit pas beaucoup. On t'a pas. Je me posais la question Ouais. pourquoi Non, je t'ai dit, alors peut-être, j'ai toujours, pas le syndrome de l'imposteur, mais un peu. Je me suis toujours dit, je suis pas à ma place. Les gens vont se rendre compte qu'à un moment, bah, j'ai pas beaucoup de vocabulaire ou j'ai peut-être pas beaucoup de connaissances. Ouais, tu vois, quand tu m'en parles, c'est là où tu vois, je me remets à bégayer. Parce que j'ai pas cherché la lumière avant tout. Je l'ai cherché quand je te dis à la Sanage, Ouais. je regardais Cannes et tout, je voulais le faire kiffer. Et quand j'ai compris pourquoi je voulais faire ce métier-là, c'était plus la même chose. Une fois que j'ai compris et que le seul regard que j'avais besoin, c'était celui de mon père et de ma maman, Mhm. ben après, j'avais gagné, quoi. Alors, bien sûr, je suis heureux quand les gens m'arrêtent dans la rue. Je suis heureux, tu vois. Je viens ici, ils m'arrêtent, hey, s'il te plaît, machin, tu vois. Je suis super heureux, bien sûr, je ne peux pas te dire le Ouais. contraire. Mais je sais tellement que ça se joue sur scène, que tout ça, tu peux être à la télé, les gens t'arrêter, prendre des photos, mais il n'y a rien. Mais quand tu les as touchés, voilà ce que je te disais, c'est notre opium, quoi. Tu vois, c'est notre drogue, quoi.
Donc voilà. Et puis, et comme j'ai construit ma carrière comme ça, et je suis très bien. Et il y a un truc, je me souvenais, tu vois, ça revient à Jamel. Parce que quand j'étais avec Jamel, quand il était c'était de la folie. Et je regardais ça, quand je le regardais depuis chez moi, je dis, qu'est-ce que j'aimerais vivre sa vie. Et quand j'étais de l'intérieur, je me disais, qu'est-ce que j'aimerais pas vivre sa vie. Ouais. Mais vraiment, Je comprends. vraiment, c'est pas, tu vois, parce que, bah voilà, quoi, dès qu'il bougeait, je dis, ah ouais, et je me vois dans les centres commerciaux en train de me balader, et c'est là que tu crées, c'est quand tu regardes les gens, tu prends un café, et machin, je dis, putain, j'espère avoir une vie normale. Et donc, j'ai construit ça longtemps dans ma tête, tu vois, c'est comme la construction d'un sketch, et pendant longtemps, je dis, ah, je vais avoir une vie normale. Bien, mais au fond de moi, mon ego, il me dit, j'adorerais que les gens s'arrêtent, s'écroulent dans la rue. Mais je casse vite mon ego, je dis non, non, une vie normale, il n'y a rien de plus agréable. Parce que tu restes un peu normal dans ta tête, et ça c'est très important. Tu as un peu les pieds sur terre. Et puis pour continuer à faire rire les gens, il faut être connecté avec les gens, il faut être connecté avec le monde. Tu vois, je roulais à Saint-Mandé, et je dis putain, ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Ah, ça fait longtemps, tu vois. Et, non, mais tu vois, et j'ai dit, ah, si je viens ici, ça va m'inspirer. Parce que ça va me reconnecter avec mon enfance quand je venais avec mon père ou quand je venais avec des potes et que machin. Et tu vois, et d'un coup, c'est toujours cette reconnexion pour être en connexion avec les gens. Tu vois, l'autre fois, je me baladais dans le Marais. Bon, me dites pas pourquoi j'étais dans le Marais, mais j'ai vu sur Instagram qu'ils avaient les meilleurs flancs. Donc, j'ai pris des risques. J'ai été dans le Marais. Et j'étais heureux. Ouais. Ah ouais, putain, ça a changé les looks. Ah, les gens, machin. Parce qu'en fait, on t'embête pas tant que ça. Non, Ouais. les gens, je le vois qu'ils sont contents de me voir. Ouais, ça regarde, ça ziote un peu. Exactement, Ouais, ça ouais. ziote. Ou ils viennent, non, ils viennent prendre une photo. Ça te dérange pas de prendre une photo. Et je pense que peut-être que je me dis, je leur ai donné ça. Que je leur ai donné une forme de respectabilité. Tu vois, parce que je les respecte et peut-être qu'ils me respectent comme ça, tu vois. Et je le vois dans le comportement, quoi. Et je le vois, ça, tu vois, ou quand les mecs, ils me klaxonnent et tout, je suis hyper heureux, quoi. Parce que c'est une forme de reconnaissance. Ouais, bien On sûr. a tous besoin de reconnaissance dans la vie. On a tous besoin de dire, ouais, c'est formidable ce que tu fais, ouais, j'aime beaucoup. Ou tu vois, c'est comme ça. La vie, si je te mets sur une île déserte tout seul avec une villa, t'es un homme le plus malheureux du monde, tu vois. Alors que si on te met du monde et que tu dis, vous êtes l'homme le plus formidable de la Terre. C'est ça que je veux, c'est ça. Moi ce que je fais aujourd'hui, je bosse avec des entrepreneurs, des artistes, avec beaucoup de gens. Et on me pose souvent la question de qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Avant, j'étais steward. J'étais chef de cabine dans une compagnie aérienne. Rien à voir. C'est toi l'enfoiré. C'est moi qui. Non, mais moi, j'étais l'enfoiré qui faisait des blagues pour que ce soit moins chiant quand on était en retard. Qui faisait des blagues. Et on me pose la question pourquoi, genre, chef de cabine dans une compagnie aérienne, un mec qui fait ce qu'il fait aujourd'hui, il s'est passé quoi? Genre. J'ai toujours aimé le micro. J'étais derrière. C'est moi les gars au PA qui faisaient des blagues. PNC aux portes. Exactement. Et je me suis posé une question, c'est marrant parce que c'est quasiment la même chose. Je me suis dit, qu'est-ce que tu ferais de tes journées si tu gagné plein d'argent? Tu avais donné l'argent à ta femme, tes enfants, tu as fait tout ce qui était possible, tu as voyagé dans tous les sens, tu as donné l'argent à tes frères, tu as donné tout ce que tu pouvais faire, tout ce que tu as donné, tu as pu le donner. Et là, tu es tout seul dans un endroit où tu as tout fait, il n'y a plus besoin de visiter quoi que ce soit. Tout ça, c'est fait. Tu fais quoi de tes journées et qu'est-ce que tu serais prêt à payer tellement ça a de la valeur pour toi? Et je suis dans un avion, je suis sur un Paris-Tel Aviv, et je me dis, putain mec, et là, je vois des missiles. À l'époque, il n'y avait pas trop de missiles qui passaient à côté, quoique, ça commençait, c'était un peu chaud quand même. Et là, c'est un vol qui est long, donc c'est 4-5 heures aller. Et là, je vole aller, et là, je me dis, la réponse qui vient, je crois, au bout de 3-4 minutes, c'est discuter avec des gens. Et là, je prends conscience que j'ai pas besoin de gagner énormément d'argent pour le faire. Je prends conscience que j'ai pas besoin d'acheter et de me donner de faire kiffer tous les gens autour de moi. En fait, je peux le faire. Là, je sors de l'avion, je regarde quel est le job que je peux faire, qui est de discuter avec des gens, et je le fais. Genre, et là, ça a été pam. Genre, j'ai eu ma réponse et j'ai fait vas-y. Bon, ma femme m'a pris pour un ouf. Hein. Quand je lui ai dit chérie, je vais faire un truc qui s'appelle. Elle m'a fait pourquoi, tu vois. Mais j'ai eu cette réflexion de tout seul dans une maison. Ben moi, j'ai eu ma réponse là-dessus. Bon, tous mes potes m'ont pris pour des fous. On dit ne quitte pas ton travail. Tout se passe bien. T'es dans une bonne compagnie, dans un truc. C'est Transavia assimilaire France. Air France, ouais. Donc en fait, pour de vrai, tout à perdre, rien à gagner. Bon, j'ai de la chance aujourd'hui, je discutais avec toi, donc je ne me suis pas trop trompé. Est-ce que tu gagnes assez d'argent pour satisfaire ta femme? C'est ça aujourd'hui, ça va. Je m'en sors plutôt pas trop mal. Ça va. Et donc, ouais, j'ai cette réflexion-là. On s'approche de la fin. Ouais. Mais la réflexion, ouais, moi, j'aime beaucoup ta réflexion, je te coupe. Ouais, mais t'as raison. On revient toujours
toujours au même sens de la vie à l'enfant. Ouais. Et à chaque fois que je me dis ça, que j'entends un mec qui me dit la même chose, moi je pose toujours la même question. C'est que nous, on a eu la chance d'avoir ce déclic Ouais. et de franchir la porte. Et je connais énormément de gens Ouais. qui me parlent de ce déclic, mais qui n'ont jamais franchi la porte. Moi, je dis, c'est toujours le grand saut. Moi, j'ai sauté, mais j'ai sauté avec le sourire. Hmm. Tu vois, la falaise, je l'ai prise. J'avais peur, mais j'avais le sourire parce que j'allais faire ce que j'aime faire. Et c'est ça la chose la plus importante. Quand je dis au mec, il me dit, je voudrais être comme toi, qu'est-ce que je peux écrire comme van de mon conseil? Je dis, d'abord, pose-toi la question, pourquoi tu fais ce métier-là? Et après, ça va te faciliter tout. Et tu vois, c'est toujours des trucs les plus simples, hein, parce qu'on se met plein de barrières, et ma femme, et mon père, et mon truc, qu'est-ce qu'il va penser? Et l'autre, on se met plein de regards, de plein de vautours, de plein de gens, des corbeaux qui vont dire, ah là, 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 là. Alors que quand tu retires tout ça, tout ce voile, tout ce truc brumeux et que tu te parles à toi-même et que tu dis je vais le faire et que tu as le sourire, ben, tu es un homme heureux. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de déclics pendant le Covid. Les gens, ils ont eu le temps de se poser, de réfléchir et se dire c'est quoi le sens de sa vie? Qu'est-ce que je fais? Eh ben non, je veux vivre à la campagne. Non, je veux devenir boulanger. Non, je veux devenir électricien. Non, je veux être astronaute. J'en sais rien, tu vois. Et d'un coup, on arrête le temps. Et c'est ça, c'est qu'à un moment, il y a un marqueur temporel, émotif, ou qui vient par émotion, ou qui vient par la perte, ou quelque chose. Et là, tu te poses les bonnes questions. C'est souvent quand il y a la perte, ou quand il y a la mort, et tu te dis, ah ouais, c'est ça en fait la vie. En fait, il y a une horloge, ça va s'arrêter. Ouais. Merde. Et il faut vite que je réagisse. Donc moi, je dis à chaque fois, et on en profite avec ce podcast, pardon, je t'ai coupé. Non, mais je suis très content, merci. Et ben, posez-vous les bonnes questions, les gars. Ou les filles aussi, bien sûr, pardon, tout le monde. Les binaires, non-binaires, extraordinaires, les fabuleux. Toutes les communautés. Toutes les communautés. Mais posez-vous sur le sens de la vie. Qu'est-ce que vous voulez donner comme sens à votre vie? Et la vie, elle passe vite. Elle passe très vite. Et vivre avec des regrets, c'est terrible. Et je vous le souhaite pas. Je vous souhaite voilà, d'être heureux. Et moi, des fois, c'est ce que je disais hier à un mec. Tous ceux qui m'ont accompagné ont réussi leur vie quelque part. Pour moi, et je dis à chaque fois à un mec, je dis, si tu bosses avec moi, qu'est-ce que je vais pouvoir te donner? Moi, c'est toujours, qu'est-ce que je vais pouvoir te donner? Je dis pourquoi? Je dis parce que si tu réussis, je réussis. Je suis heureux. Et je dis, j'en avais un, il s'appelait Mamadou, une montagne, on aurait dit Nganou, le mec, il m'a accompagné partout. Et je l'ai pris avec moi, ça n'a pas été facile, et il était heureux. Et je dis, c'est quoi ta vie, qu'est-ce que tu aimerais? Il me dit, écoute, je suis videur, j'en peux plus, machin, là, là, là. Je dis, écoute, tu me prends un nouveau métier, je vois d'autres choses. Je dis, mais c'est quoi toi? Et il dit, moi, j'aimerais être chauffeur de bus. Je dis, bah, on va tout faire pour que tu rentres à la RATP. Et il me dit, mec, je suis l'homme le plus heureux, je continue des bus. Et tu vois, tu te dis, tu vois, on a tous des rêves au niveau de nos vies, de nos espérances et de nos projets, je ne sais pas comment le dire, mais voilà quoi. Essayer de les réaliser, on a une chance incroyable de vivre en France. Je le redis, il y a plein de trucs à changer, on a une chance incroyable. On a le choix. Tu vois, tu as une sécurité sociale. Si tu es malade, t'inquiète pas, on va te prendre en charge. Ça va être galère, mais on va te prendre en charge. Tu peux manger à ta faim pour la grande majorité des gens, même s'il y a encore plein de combats à faire. Donc voilà, et sachez en profiter et ça répond à... On se rejoint. Tu as eu un déclic, j'ai eu ce déclic-là, on l'a franchi. Et toi, tu es un homme heureux, moi, je suis un homme heureux. On a encore plein de choses à faire, il y a encore plein de choses qu'on voudrait avoir. Et tu vois, on a toujours une forme d'ambition, mais dans le fond, tu as l'œil qui brille, j'ai l'œil qui brille. Donc, ça veut dire qu'on est des gens hyper heureux. Donc, tu te fais du bien, je me fais du bien. Et voilà, ça se rejoint. J'ai un truc à te montrer. D'habitude, je pose la question. Je pose la question de qu'est-ce que. Alors, c'est la dernière question normalement. C'est qu'est-ce que tu penses. Qu'est-ce que penseraient qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de notre échange. Je vais la poser différemment. Ce sera l'avant-dernière. C'est qu'est-ce que tu penses que tes parents penseraient de notre échange. Quel parcouru quoi. Hein. J'avais mis cette photo parce que j'ai beaucoup dit à mon père que c'était le moche de l'histoire. Ma mère, elle épouse un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'aime pas. C'est la réalité d'une autre vie. Mythique n'existait pas à cette époque-là. C'était un mythique familial. Et voilà. Je dis toujours, on appelle ça, je suis toujours redevable. Je serai toujours redevable. Et nous, les enfants d'immigrés, les gens ne comprennent pas cette émotion qu'on peut avoir sur nos parents parce qu'on les a entendus. On les a entendus pleurer, on les a entendus pleurer leur pays. La nostalgie, c'est ce qui
C'est ce qui nous fait vibrer parce que c'est comme Madeleine de Proust, Ouais. là. J'ai beaucoup Oui, dit ça, je voulais savoir pourquoi. Bah, parce que ça te fait rappeler plein de choses de ton enfance. C'est toujours ton enfance qui revient. Tu vois, moi, j'ai eu un ami qui est mort et quand il est mort, la dernière chose qu'il a dit, maman. Ça m'a marqué à vie. C'est, ouais, voilà, c'est ouf. tu vois, Ouais. tu peux dire ce que tu veux. Je dis, ceux que tu veux rendre heureux, c'est tes enfants, ta famille, tes proches, ceux qui t'aiment réellement. Ceux qui t'aimeront même quand tu feras des fautes euh, terribles ou même quand tu réussiras pas ou quand tu connaîtras l'échec, ils sont toujours là. Tu vois, et ils te jugeront moins que les gens extérieurs, tes amis. Et donc, mon père, il m'a laissé un héritage. C'est la seule chose que je lui dis à mon papa. Je lui dis, papa, je vais continuer à te rendre fier. Et je veux que tu me regardes de là-haut. J'ai toujours une prière avant que je monte sur scène. J'ai l'émotion, je pense à lui. Je dis, j'espère que tu me regardes parce que ce soir, je vais jouer pour toi. Mm. Donc voilà, et je rendez fiers vos proches, rendez-les fiers et c'est tout ce que tu laisses, quoi. Après voilà. Donc c'était l'avant-dernière question, donc je suis très content. Ah, moi, je me suis dit, où est-ce que je vais mettre cette photo? Et je pense que c'était maintenant. Et donc, on va pouvoir discuter sur les citations que j'ai. J'en ai deux qui ressemblent, en tout cas, qui me font penser à toi. J'ai validé, qui me faisaient penser à toi avant notre échange. Avant toi, je les ai pas fait, donc j'ai pas pu les faire en même temps vu qu'on discutait ensemble. Donc, et tu vas me dire si t'es d'accord ou pas. La première, c'est l'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre, car il n'est pas une barrière, mais un pont. Il dévoile ce qui est enfoui, rapproche ce qui se croyait éloigné et révèle l'essentiel sans détour. Charlie Chaplin. De GOAT. Ouais. De GOAT. C'est... Je, je m'étais inspiré de lui quand je sais pas pourquoi, sur Insta, il m'a envoyé Chaplin, je me suis mis Mm. sur son compte et j'ai commencé à regarder toutes ses vidéos. Mm. Et je me suis dit, waouh, c'est toujours aussi universel, c'est toujours Ouais, aussi de marrant. ouf. Ouais. C'est fou, hein. Tu regardes le Kid, tu as revu le Kid, tu vois, c'est incroyable l'émotion que ça passe. Je sais pas, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de dialogue, il n'y a rien. Ouais. Mais tout passe par le corps. Et donc, tu vois, on revient toujours à l'émotion. Tu vois, et c'est toujours la même chose. Faire du bien, aider les plus vulnérables. Et donc, ça revient à des choses fondamentales de la vie, c'est d'être en connexion avec les autres et d'être là quand il le faut. Et voilà, et puis nos métiers, ils font ça. On connecte les gens, on leur donne, j'espère, une bonne vibration. Même s'il y a je dis toujours, s'il n'y en a que 10 personnes qui nous écoutent et qu'il y en a une qui a retenu, que ça a un peu changé ou que ça l'a fait Ouais. évoluer ou que ça l'a fait du bien, on a gagné. On a super gagné. Tu sais, quand même, c'est un pote, il m'a dit t'as 5 rêves dans ta vie, compte-les. Si t'en réalises un, t'as réussi ta vie. Ouais. J'ai dit, ok, Ouais, pas mal. donc, ok. J'en ai une dernière, je pense qui résume, qui va bien finaliser, je pense, notre échange et on va pouvoir en discuter. Mais l'humour a ce pouvoir magique de transcender les différences, de dédramatiser les situations les plus sensibles et de créer des liens là où il ne pensait pas qu'il était possible. Ça, d'accord. Je vais recommencer. L'humour a ce pouvoir magique de transcender les différences, de dédramatiser les situations les plus sensibles et de créer des liens là où l'on ne pensait pas qu'ils étaient possibles. Dans chaque éclat de rire se cache une compréhension, une empathie et souvent une grande vérité sur la vie et l'humanité. Il n'y a pas d'auteur sur celle-ci. C'est un peu ce que tu disais au début. Ouais. Bah, ça rejoint ce que je te disais Ouais. sur scène. Tu fais de la Ouais. politique. Même ma politique, c'est celle du cœur, c'est celle du vivre ensemble, c'est celle de la générosité. C'est pour ça que je critique jamais les autres humoristes. C'est pour ça que j'ai jamais ce que je te disais, j'ai pas peur de le dire, il y a des gens avec qui je passerai pas une soirée avec eux, j'irai pas un Ouais. week-end boire un verre, mais qu'est-ce que j'aime sur scène, quoi, ce qu'ils font, ce qu'ils dégagent, tu vois, même si parce que je trouve que voilà, on est chacun avec des émotions différentes, avec un vécu différent, on a un trait d'humour différent, une façon de voir la vie différente et je la respecte. Mon père m'a appris à respecter tout le monde, donc voilà, eh ben la politique c'est ça, c'est de faire rire et de faire du bien aux gens, se transcender les autres, casser des barrières. Et moi j'essaye c'est pour ça que je joue partout en France. J'ai cette chance de pouvoir vraiment jouer. D'est à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre, ce que tu veux. C'est parce que j'ai réussi à m'adapter et de faire passer mon message. Et sincèrement, c'est un peu ma fierté, je le ressens. Ouais. Et je le sais, je me dis parfois, on me dit oui, mais comment tu fais? Tu vois, quand j'entends les gens un peu jaloux, ils me disent ouais, je comprends pas, t'es jamais à la télé, mais tu remplis. Le mec qui m'a posé la question, c'est qu'ils se disent tout ça. Je dis, mais parce que j'ai jamais triché, tu le sais très bien.
Jamais triché. Je n'ai jamais triché. Je ne me suis jamais pris pour ce que je ne suis pas. Et je connais mes limites. Je connais mes traits d'humour. Et c'est moi. Mais en tout cas, je suis sincère. Je triche pas. Je suis comme mon papa. Je suis comme ce que m'ont inculqué mes parents. Donc, ça rejoint toujours mes valeurs. C'est la chose la plus importante. Tu ne me feras pas dévier de mes valeurs. Ça, c'est impossible. Impossible, impossible. Mon père reconnaissait ses torts. C'est un truc de fou. Quand il reconnaissait ses torts, il reconnaissait ses torts. Quand il s'était mal comporté, ou mon père était un peu bagarreur quand j'étais plus jeune, et j'étais content. J'ai dit, oh, mon père, il se bagarre. Et mon père n'était jamais content. Et il me disait, tu crois que c'est moi qui ai raison. Tu penses que c'est lui le méchant. Peut-être c'est moi qui ai été mauvais et que c'était lui le bon. Et ça m'a beaucoup appris, quoi, sur le sens de la vie. Donc voilà, je ne fais que perpétuer. On revient toujours à ce qui est central. C'est ce que m'ont inculqué mes parents, ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait de moi. Et je pense que chacun d'entre nous, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, c'est le sens de la vie, quoi, pour moi, en tout cas. Je vais quand même te la poser. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre conversation? Moi, c'est comme je te dis, c'est comme le spectacle. Ça fait rire la salle, et puis il y en a d'autres qui ont Paris, c'est la vie, hein. Et je me dis toujours, qu'est-ce que tu as pu donner où le public ou les auditeurs peuvent se servir? Qu'est-ce que j'ai pu transmettre? C'est toujours ça. Parce que tu es là pour transmettre, en fait. Bien sûr. Tu es là pour transmettre des émotions, transmettre des parcours de vie pour que... Un déclic. Ouais, parce que tu l'as eu, ce déclic. Ouais. Et tu sais à quel point c'est bon. Tu sais à quel point que quand tu t'en rappelles, tu dis waouh là, heureusement que j'ai eu ce Paris-Tel Aviv. Heureusement que tu vois, tu te dis imagine, moi je me dis à chaque fois imagine tu n'aurais pas croisé la Sana et les autres. Imagine où je serais. Et je me sens malheureux à l'intérieur. Mais je me sens hyper malheureux et j'ai même peur. Mais vraiment, j'ai une peur profonde qui me prend de là et je me sens pas bien et je me dis ah ouais, je suis en train de travailler et je commence à paniquer. Limite paniquer. Ouais. C'est fou de se dire ça. C'est incroyable. Tu vois, et donc nous, on transmet ça, quoi. Et si tu arrives à déclencher quelque chose chez les gens, pas changer de vie obligatoirement, mais un petit... Tu dis, waouh, moi, quand je reçois tes messages, je suis hyper content. Moi, je le vois sur mon spectacle, je fais monter les gens et tout. Il me dit, ouais, tu m'as fait faire un déclic, tu machin. Et je suis hyper content. Et je me dis, ce mec-là, il se souviendra toute sa vie de moi. Toute sa vie, vraiment. Parce qu'il a eu un déclic. Donc, à un moment, il dira, ah oui, c'est Djal. Quand j'ai eu Djal, j'ai fait ça. T'imagines, tu dis pas, là, tu mets le S de Superman, super ce que tu veux avec le D de Djal. Mais c'est ce qu'on recherche. Hein. Tu te dis, ouais, j'ai changé la vie des gens. C'est pas extraordinaire. Je me prends pas pour ce que je ne suis pas. Hein. Je dis, mais toi aussi, à ta façon, quand tu me dis ça, j'espère qu'un mec qui est dans un Transavia ou un low cost, n'importe quelle compagnie, se dit, mais moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, j'en peux le faire. Je vais être barman. Pourquoi Je ne ferai pas. J'ai toujours. Mais peut-être qu'il va devenir barman. Nous, on est là pour essayer de transmettre ce qui nous rend heureux. On a une recette. Elle n'est pas compliquée à faire. Mais elle demande pas du courage, elle demande juste un putain de déclic, un coup de pied au cul et dire ok, j'y vais. Et tant pis de ce qu'on pourra penser de moi. Et puis tu as le droit à l'échec. L'échec, c'est important. Tu connais pas l'échec, tu peux pas savoir ce qu'est la réussite. Et il y a eu des échecs, même si depuis tout à l'heure on parle. J'ai pris des bides pas possibles. Je me suis ramassé. J'ai eu mon ego qui à un moment. Et heureusement, il y a des choses qui m'ont rappelé ou des amis où j'ai blessé des gens à cause de mon ego. Et j'ai dit waouh, ça plus jamais de ma vie, je veux pas décevoir les gens. Et donc tu vois, il faut dire aussi ce qui est. Il y a aussi un envers, il y a aussi la peur. Il faut dire aux gens qu'on a peur le soir, qu'on se dit ouais, comment je vais faire. Et surtout quand tu es dans tes pensées, parce que la peur n'est pas le meilleur des conseillers, mais il est tout le temps là. Le trac est tout le temps là. Tu as toujours cette. Mais si je me dis entre les peurs que je peux avoir aujourd'hui, mais les peurs, si j'avais pas pris cette décision-là, elles sont comment j'arrive même pas à le quantifier. J'ai envie de te dire, elle est beaucoup plus grande si j'avais pas pris cette décision-là, ou si la Sana ou tous ces événements de ma vie m'ont pas fait venir à toi en train de discuter ou sur scène, ou tu vois, c'est incroyable. Donc tous les jours, je remercie bon Dieu car je sais que je suis quelqu'un de privilégié. Tous les jours, on me dit tu fais le métier que tu aimes et c'est extraordinaire. Quand tu penses que il y a 95-90% des gens qui sont malheureux dans leur boulot, 80%, j'avais vu un truc, c'est énorme. C'est une vie entière. C'est ouf. C'est fou. Moi, impossible de faire ça. Non, mais ouais, mais tu le dis ça. Mais si je t'avais parlé avant et que je t'avais croisé dans l'avion, je dis ouais, j'aurais toujours aimé. En fait, j'ai adoré mon taf. Ouais. J'ai quitté mon taf quand j'ai quitté ce taf de Transavia au moment où je l'aimais.
En fait, j'ai dit, je sais, avec cette réponse-là, je peux pas attendre d'en avoir marre. Faut que je parte avant, parce qu'en fait, je vais devenir con, je vais faire n'importe quoi. Je vais me créer des problèmes. Je fais, mec, t'aimes ton taf. Quitte-le maintenant. Genre, je sais que ça a été hyper bizarre. J'ai grandi, mec, mais tout se passe bien, non? Tu vas monter en grade et tout, c'est quasi sûr. Genre, je fais, non, je le quitte avant de ne plus l'aimer. Tu vois, genre, c'est. Et c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup d'amour. J'en parle toujours dans quasiment tous les podcasts. Et j'ai adoré être steward, parce que c'est ce qui m'a permis de m'en extraire de la meilleure des manières, d'être sécurisé grâce au Pôle emploi et de faire ce que je fais aujourd'hui dans le meilleur des mondes. Tu vois, donc, donc il y a 2 messages pour moi qui sont importants. Au jour d'aujourd'hui, attention, on peut transmettre, tu vois. Tu as dit grâce à Pôle emploi. Donc, merci la France. Donc, on a une tendance à trop cracher sur la France, ce qu'elle représente et tout. Le drapeau bleu, blanc, rouge, il n'appartient pas qu'aux extrêmes. Il nous appartient aussi à nous. Et pour moi, c'est une chance incroyable. Donc voilà, on donne des éléments. On n'est pas... Enfin, voilà, je me prends pas encore... Je te dis pour ce que je ne suis pas, mais j'essaye par mon parcours à chaque fois de transmettre, de donner, de dire voilà, vous pouvez y arriver. Faut pas. Je viens d'une banlieue, d'un quartier difficile et machin, mais ma vie n'était pas si difficile que ça. Elle était heureuse parce que j'avais les bonnes personnes, je savais écouter. Ou tu vois, il faut savoir écouter aussi les autres. Hein. Ça, c'est un truc, c'est hyper important dans le métier de savoir écouter les autres. Hein. C'est pas facile, hein, parce que c'est souvent l'ego qui reprend le dessus parce qu'on pense tout savoir. Mais quand tu écoutes les autres et tu sais choisir les gens avec qui tu vas travailler. Donc voilà, choisissez aussi les amis qui vous entourent, qui vont pouvoir vous encourager. Mais c'est souvent, moi je reviens souvent à la famille, alors peut-être un peu trop, hein, parce que on a tous des vies différentes, mais en tout cas je sais que c'est le socle de tout, en tout cas pour moi. Et voilà, et je me répète, mais voilà, parlez à l'enfant qui est en vous. Parlez à vos rêves que vous imaginez quand vous étiez au collège, à l'école élémentaire, à la maternelle, ou ce que tu vas au lycée, ou à la fac. Repensez à ces rêves que vous aviez, parce que c'est là où on avait de plus grands rêves. C'est là où on avait de plus grandes espérances. Une fois, comme tu dis, qu'on a été happé par la vie, le travail, métro, boulot, le crédit, le machin, le truc, et tu te dis, ça y est, je suis foutu, pieds poings liés, je peux plus. Et puis, à chaque fois, il y a des mecs, vas-y, fonce. Moi, je l'ai dit même à un ami qui a plutôt bien réussi dans sa vie. Et il me dit, je suis malheureux. Je lui dis, mais arrête, regarde ce que t'as. Et il dit, non, mais j'ai la responsabilité. Puis tu sais, t'es coincé, quoi. Ouais. Dans son bureau, je dis, mais c'est toi le patron. Je dis, non, mais je dois vous montrer. Je dis, mais vends tout. Vends tout, vends tout, vends tout, vends tout, vends tout. Tu vas être l'homme le plus heureux du monde. Il dit, non, je peux pas. Je dis, non, vends tout, parce qu'elle est malheureuse. Et il a tout vendu. Il dit, je suis l'homme le plus heureux du monde. J'ai la liberté. Je dis, bah ouais, t'as pris la liberté, quoi. Donc, tu vois, il n'y a pas de niveau social avec... on a tous des barrières et c'est comme ça, moi aussi, j'en ai sur certaines choses. Je ne veux pas découvrir ma tête, peut-être sur les barrières, tu vois, mon crâne, mais c'est resté... on m'a toujours dit, ouais, t'as honte de ta calvitie. Je dis, ouais, au début, j'avais honte. Mais maintenant, j'en ai plus honte. Ça fait partie de mon personnage. J'ai créé ce personnage-là. Et je me suis toujours dit, où c'est que c'est un boulot où tu peux aller avec une casquette mis à part flic. Donc je m'habille comme j'ai envie. Putain, j'ai choisi ma vie et j'emmerde tout le monde. C'est génial. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'as choisi ta vie. Ouais. Putain, tu choisis la vie que tu veux. Donc voilà. Donc j'espère que ce podcast va voilà. Je suis certain. En tout cas, franchement, merci infiniment, Djal, pour ce moment. Je pense que les gens vont adorer. Moi, en tout cas, j'ai adoré te découvrir dans ce podcast et merci d'avoir joué le jeu. C'était un super podcast. En tout cas, pour moi, c'était un super moment, égoïstement parlant. Merci beaucoup, Djal. Donc, n'oubliez pas, Transavia. C'est nettement moins cher qu'Air France. Toute la pub que je vous fais, gratos en plus. En tout cas, merci infiniment et moi je te dis à très vite, Djal. Merci à très vite, merci à tous. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de High Value Entrepreneur. Et j'espère que tu as kiffé ce moment autant que moi et que tu en ressors avec des idées concrètes, de l'inspiration pour faire avancer ton projet. Avant de se quitter, souviens-toi que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, si ce podcast t'apporte des solutions, des déclics ou simplement l'envie d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Ça nous aide énormément et ça permet de faire grandir cette belle communauté d'entrepreneurs. Laisse-nous aussi un avis en commentaire. On adore avoir ton feedback pour continuer de s'améliorer et te proposer des contenus toujours plus pertinents. Sur ce, merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire.